Bienvenue à toi, même politique sur la chaîne. Eh ben, merci à toi de m'accueillir surtout, ça fait hyper plaisir. Comment ça va depuis hier, du coup? Eh Avant-hier? C'était avant-hier. ben, c'était avant-hier, ouais, c'est super bien le rapport. Très bien. Et ben, moi, ça, je suis très content de pouvoir t'accueillir, hein. Ça s'est décidé vraiment, on a été hyper efficace, je trouve. Ouais, ouais, carrément, carrément. Entre la semaine Mmh. dernière, on s'est dit, ah, on fait un live. Et puis, fait, vas-y, on se rencontre. Bah, mardi, oh, bah, vas-y, on fait un live dans la semaine. Let's go, vas-y, jeudi. Ça part. Quand j'éclate une chemise, en général, je suis énervé, j'ai envie d'aller vite après, tu vois? C'est pour ça, parce Voilà. que du coup, j'ai changé de chemise. Si vous Ouais, avez vu la photo, sur le compte Instagram de Romain, vous avez vu que la chemise blanche, rip, en gros. ouais. Ah, Du coup, bah, j'en ai pris une grise parce que comme ça, pas de voilà, soucis. au moins ouais, c'est ça. Pas de soucis. Eh bien, du coup, avant de commencer, j'ai peut-être te présenter et puis il y avait une question que je pense que tu vas raconter en anecdote tout à l'heure, en Ouais, fin, carrément, juste carrément, après. carrément. Bah, Je du coup, Écoutez, moi je suis là pour répondre à toutes vos questions, d'accord? voilà. Moi je parle le langage de la vérité, je suis là pour parler vrai! Ah, un politique qui parle vrai, c'est beau ça. Absolument, absolument. Vous avez de la chance, hein. C'est ça. Vas-y, vas-y, je te laisse faire. Et bien, du coup, on est en présence d'Antoine, du coup, qui est attaché, parlementaire. Il a fait des études, du coup, à Sciences Po, il était passionné des Guignols. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Il a terminé ses études, du coup, il a essayé de se lancer dans le concours de l'ENA. Heu, Peut-être anecdote encore une fois à raconter là-dessus qui est en rapport avec une question qui, Ouais, oui, on va donner peut-être le contexte, c'était en 2020. Peut-être oui. ceux qui ont un peu de notions, sociétales et de d'années savent qu'il s'est passé un petit événement, micro-événement, qui a fait que ça a un peu contrecarré les plans de notre ami Antoine. Hem, du coup, qu'est-ce qu'on, je me perds dans mes pensées du coup. Voilà, donc aujourd'hui, du coup, il s'est reconverti notamment en tant qu'attaché parlementaire. Il assiste un député, une sénatrice, du coup, dans son mandat. Il aide à rédiger des propositions de loi, des amendements, ses discours, des questions au gouvernement, à organiser son agenda, à répondre à ses emails, fameux emails politiques, et du coup, à plein d'autres choses et ça donne une bonne vision aussi du fonctionnement de l'État, fonctionnement des institutions politiques parce qu'il travaille au Sénat, donc il a une petite vision globale de l'intérieur, comment ça fonctionne, donc c'est pour ça que je l'ai fait venir parce que je trouve ça hyper pertinent de vous expliquer un petit peu, bah, avec quelqu'un qui est dans un petit peu dans les rouages, du Sénat, rouages de l'activité politique pour vous expliquer, bah, concrètement comment ça se passe. Parce que moi je vous en parle de façon un petit peu éloignée, donc là on a quelqu'un qui est dedans, donc c'est le moment, si vous avez des questions, à poser, ce genre de questions. Donc, en parallèle, il développe son activité de mème politique, du coup, sur Instagram notamment, et sa super chaîne Twitch, qui est en train de repartir, du coup, là-dessus. Alors, Ouais, peut-être parce que parler j'ai de fait une très Twitch longue pause, effectivement. en premier, avant de revenir sur l'anecdote de Lena, et du pourquoi, du coup, tu t'es lancé aussi en tant que mème politique. Tu veux que je la raconte ou tu préfères le faire, du coup? Ah non, Comme je tu vais te préfères. laisser quand même, c'est Ah toi bah, qui es. c'est-à-dire que j'étais en train de réviser mon concours de l'ENA, lors de ma dernière année d'études, donc en master 2. Et puis, bah, effectivement, il y a un tout petit événement qui se produit, c'est-à-dire que le 17 mars, en fait, le jour de mes 25 ans, on annonce qu'on ferme, tous les bars et toutes les boîtes et tous les restaurants, en fait, donc j'ai passé un super anniversaire et 2 jours après, confinement. Donc je me retrouve à devoir, réviser tout seul, sans personne, avec qui travailler du coup, donc c'était très, très difficile de réviser et je pense que comme beaucoup de monde, j'ai un peu, remis en question la totalité de ma vie, en fait, dans ces moments-là, c'est-à-dire que quand tu es tout seul, dans ton 13 mètres carrés au 6e étage à Paris devant ton bouquin de finances publiques, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fous là?» en fait, concrètement et pourquoi est-ce que je vais pas plutôt lancer un truc, en fait, où je vais m'éclater? Voilà et donc en gros, j'ai décidé, comme pas mal de monde, je pense, de lancer un projet qui me faisait plaisir pendant ces années-là et donc ben, je me suis un peu servi de le goût que j'avais développé pendant mes années d'études pour la vie politique et j'ai voulu en faire un truc de drôle à la façon des Guignols de l'info, avec beaucoup moins de moyens et beaucoup moins de talent évidemment, il y a pas de souci, je suis prêt à l'admettre et du coup j'ai lancé un petit compte de mèmes, sur Instagram. Dans ma tête, ça devait durer le temps du confinement et puis, bah, disons que ça a pris de l'ampleur assez vite et de manière assez inattendue et du coup, bah, 3 ans plus tard, je suis encore dessus et on a 162 000 abonnés maintenant et donc bah, je voudrais bien effectivement développer, la chaîne Twitch en parallèle du coup, à partir de maintenant. On parle petit compte, là je le montre quand même à l'écran, on est quand même sur Ouais, 2000 publications publiées, 162 000 abonnés. ouais, On est quand même sur un petit compte qui grossit quand même, vue d'œil.
Ouais, bah, faut dire qu'on se donne les moyens, quoi. On fait 2 publications par jour aussi, donc c'est vrai que bon, elles sont pas toujours inspirées, mais bon, Ah, au moins j'essaye de tenir le rythme, au moins j'essaye de tenir le rythme. il Enfin. faut. Et il y avait aussi une autre anecdote, c'est du coup pourquoi aujourd'hui tu es lancé du coup peut-être dans le côté attaché parlementaire, vu que tu as remis en question un petit peu ta vie, tu disais sur le côté Oh ENA, bah, lancement. ça, en fait, c'est une reconversion classique, on va dire, quand moi j'ai fait un master, spécialisé dans les politiques publiques à Sciences Po. En fait, après ça, la plupart non, mais il y a pas mal de gens qui s'orientent vers la fonction publique, notamment vers, l'ENA. Ceux qui n'ont pas le concours de la fonction publique qui voulaient, les 2 voies de reconversion principales, c'est soit, aller faire du conseil, soit aller travailler avec un politique, en tant qu'attaché. Bon, j'ai fait du conseil, j'ai donné ma démission au bout de 3 mois, donc il me restait plus que il me restait plus qu'attaché, quoi. Voilà, parce que j'ai pas trop aimé, pour être honnête. En gros, j'ai fait du McKinsey, enfin, vous voyez le scandale McKinsey, bah, j'ai fait ça pendant 3 mois, au moment où l'affaire McKinsey a éclaté en plus. Donc si vous voulez, c'était je me suis dit: «Bon, je vais plutôt partir faire autre chose, quoi». Plutôt partir faire autre chose, ouais. Et on avait une question du coup, pour si on finit sur le côté compte Instagram, avant de passer sur le côté Twitch. Qu'est-ce qui du coup, tu penses qui a fait décoller ton compte? On nous dit, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, une personnalité, un journal qui en a parlé ou et Heu, non, c'est plutôt la régularité, je pense, et le temps long. J'ai rarement eu vraiment de grosses vagues, d'abonnements. C'est vraiment un compte qui s'est développé pendant 3 ans de manière, soutenue, mais pratiquement linéaire, on va dire. Il y a juste eu là une grosse vague d'abonnements en début 2023. J'ai eu, peut-être 30 ou 40 000 abonnés d'un coup, mais à part ça, il y a jamais eu d'énormes vagues, voilà. C'est la plus grosse vague que j'ai jamais eue, en gros. C'est C'était très progressif. Je crois qu'il y a un seul article de journal qui m'a mentionné jusqu'à maintenant dans Le Parisien. Bon, bah, voilà, s'il y a des journalistes, s'il y a des ouais. journalistes dans le chat, je suis ouvert à tout, pourquoi pas. Et tu as réussi à trouver pourquoi tu as eu ces 30 000 ou 40 000 d'un coup, 2023? C'était la réforme des retraites et l'enchaînement des Ouais. 11 ou 12-49-3. C'était un moment où les gens étaient très intéressés par la vie politique, quoi, tout simplement. Pendant la présidentielle aussi, j'en avais gagné pas mal. Enfin, en gros, dans les séquences politiques vraiment comme ça, où tout le monde s'intéresse à la politique, j'ai tendance à en gagner plus. Ouais. Et du coup après tu disais que tu t'es lancé, sur Twitch. Qu'est-ce Ouais, que tu fais du coup? ben, j'essaye de me lancer dans la revue d'actualité, donc une fois par semaine, tous les dimanches, je fais un petit live où je débriefe un sujet d'actualité, on va dire. Hem, Souvent, c'est plutôt, en lien avec les politiques publiques, puisque c'est le parcours dont je suis issu, donc c'est pas forcément un sujet politique, c'est plus un truc, je sais pas comment dire ça, mais en lien avec, l'administratif ou l'administration, quoi. Par exemple, là, j'avais, lu, en live, le rapport du Sénat sur l'affaire, McKinsey, par exemple. Voilà, j'avais aussi lu un rapport de la Cour des comptes, en direct pour un peu, parler d'un sujet un peu technique, on va dire. Voilà, souvent Et c'est pour ça. faire Et une j'essaye de rendre ça intéressant. petite transition avec les actus, avec le sujet du jour, il y avait 2 questions Mmh. qui étaient là-dedans. Je vais peut-être te poser la première, mais c'est pas dans l'ordre des questions qui ont été posées. Je les note tous dans ma tête, vous inquiétez pas. Est-ce que tes mèmes ou ton compte a déjà été réutilisé par des partis politiques ou des politiques? Utiliser, c'est-à-dire? Bah, réutilisé, repris, voilà, est-ce qu'il y a peut-être un parti pris, politique ou qui a été, Alors moi, pour le coup, j'ai aucun parti pris, dans le sens, je tape sur tous les politiques, pour le coup, sur mon compte. C'est une forme de neutralité, je dirais. Et c'est arrivé rarement qu'il y ait pas des partis politiques directement, mais des organismes attachés à des partis politiques du style des sections locales, des sections de jeunesse ou des comptes de mèmes, militants qui sont vraiment attachés à des partis politiques, par exemple, même EELV, par exemple. Voilà, c'est arrivé qu'il y ait des comptes comme ça qui me partagent, effectivement. Mais et sinon, alors, on moi, tr on a moi on a Christophe Béchu, dans les abonnés, depuis assez peu de temps, par exemple, ça fait plaisir, enfin. tu vu ah tiens, question, comme ça, tu as vu, tu as des abonnés un petit peu connus, dans tes Ouais, bah, j'en ai quelques-uns, bah, je te dis, j'ai Christophe Béchu, j'ai le Parti Renaissance,
qui sont très, très fair-play parce que vu ce que je leur envoie dans la FIF, c'est quand même assez sympa de leur part. Puis sinon, ouais, j'ai quelques grands sportifs, quelques personnalités, ouais, comment elle s'appelle? Julie Berthollet, je crois, c'est une violoniste qui s'est abonnée il y a pas longtemps. Enfin voilà, quelques personnes comme ça, OK. effectivement. J'avais Jérôme Kerviel qui était abonné pendant un temps et qui s'est désabonné pour l'anecdote et qui m'avait partagé plusieurs fois, Jérôme Kerviel pour les plus jeunes qui n'ont pas connu, c'est Ouais. ce fameux trader qui a perdu 5 milliards d'euros au nom de la Société Générale. Il a gagné une nouvelle abonnée apparemment, Sibel Pierre aussi, qui a plusieurs milliers d'abonnés sur Instagram aussi. Merci beaucoup. Santé, santé. Merci, ça fait plaisir. Et du coup pour, question j'avais une question qui est passée tout à l'heure, je pense que c'est une bonne question pour introduire le sujet des institutions. Mmh. Est-ce qu'au Sénat, c'est tous les mêmes? Heu, il y a des mèmes au Sénat et des mèmes sur pattes, j'ai envie de dire. Il y a des mèmes sur pattes au Sénat, mais là, c'est très difficile, de lâcher des noms, pour des raisons, Non, mais pas forcément lâcher évidentes, non, et si tu peut-être veux. lâcher et peut-être lâcher une petite anecdote pour introduire, l'institution, quoi. Sur le Sénat, c'est vrai que je tiens quand même à conserver mon poste, si tu veux, et à pas me faire licencier, quoi. C'est ça le problème, donc en fait, attends, j'essaye d'en chercher une qui est pas trop, attends, parce que j'en ai en plus, je t'en ai raconté, pour le coup. Mais là, c'est un contexte, attends. On te dit: «Ne grille pas ta carrière en lâchant des noms», hein. Ouais, ouais, ouais. Oh, Ah, il des y a une Lassalle, par vidéo exemple. comment? Des Des Lassalle, Lassalle? par exemple Ah aussi. oui, oui, il y en a complètement, il y en a complètement. Il y en a un dont j'ai oublié le nom, effectivement, mais qui a une élocution pareille que Jean Lassalle, je pourrais essayer de le retrouver si tu veux. Ça m'en vient pas là, tant pis, c'est pas grave. Mais oui, oui, il y a des drôles de personnalités au Sénat, oui, effectivement, ça peut On arriver. dit qu'on va pas balancer, Gérard Larcher, par exemple. Ouais. Non, non, alors là, surtout pas, alors Non, là, non, non, pour le coup, là, tu grillé, H24 là, c'est ouais, mort. complètement, complètement. Après on les connaît pas, c'est ça? On peut me dire: «Non, on les Mmh. connaît». C'est vrai que les sénateurs sont pas très connus. Déjà que les députés, c'est chaud, essayez d'en citer 15 de tête déjà, des députés, vous allez voir que c'est pas si facile. Mais alors des sénateurs, Mais il y a une question, c'est je vraiment pense, un qui truc de qui fou. revient à la discussion qu'on avait eue du coup mardi, Ouais, c'est est-ce que du coup, ils sont plus naturels ou ils se créent un personnage? les sénateurs, bah, comme les députés devant les caméras, c'est plus les mêmes, effectivement. Après, en coulisses, et je pense que les sénateurs ont un côté un peu plus bonhomme, un peu plus relax, on va dire, que les députés, quoi. C'est un peu plus des gens, comment on pourrait dire ça? Des gens, authentiques, on va dire. Parce ils sont vraiment au contact du rural, au contact des maires, au contact des collectivités, donc ils sont souvent un peu plus nature peinture, on va dire, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je et moi je vois on voit souvent, tu sais, on a une image des députés parce qu'on les voit à la télé, on sont plus proches, on dirait, je pense, des Mmh. personnalités. C'est quoi la grande différence qu'il y a entre les députés et les sénateurs? Est-ce que c'est à peu près pareil ou il y a des grosses di Au niveau de la personnalité, tu veux dire? la personnalité, Bah du fonctionnement, enfin de ouais, bah, tu de quoi? quand je dis le chat, ça me fait rire, vas-y, je te laisse. Bah, ouais, tu as quelques différences. Déjà, en termes de sociologie, c'est le sénateur moyen est un peu plus âgé et un peu plus masculin que le député moyen, on va dire. Très souvent, c'est des gens qui sont un peu plus, comment dire? Un peu plus des hommes de réseau, on va dire, puisque, comme tu le sais peut-être, comme vous le savez peut-être sur le chat, les sénateurs sont élus principalement par les maires. Donc il faut absolument réussir à se mettre dans sa poche, le plus de maires possible. Nous avons 35 000 communes en France, la plupart sont des communes assez rurales. Donc souvent le sénateur est quelqu'un un peu plus sensible à la question rurale, un peu moins citadin, on va dire, que le député, quoi, souvent. D'où le côté un peu plus nature peinture, un peu plus rigolard, un peu plus naturel, on va dire, en coulisses. Donc oui, on nous parlait, Ouais. est-ce qu'ils ont un d'ailleurs bienvenue à toi Médicis sur le chat et sur le pont du Flot d'Histoire. Est-ce qu'ils ont un plus grand respect entre eux que les députés? Parce qu'on voit beaucoup les députés, s'effaroucher, à l'Assemblée quand même, se taper dessus, Mmh. se crier dessus vraiment. Est-ce qu'il y a un plus grand respect présent du
Bah, pour le coup, même à l'Assemblée nationale, une fois que les caméras sont éteintes, les députés sont assez respectueux entre eux, pour le coup. Il y a pas de en vrai, c'est souvent devant les caméras, ils s'écharpent, mais après à la buvette, on se tape sur le ventre, tout va bien, quoi. Mais au Sénat, peut-être un peu plus, effectivement. Ils sont peut-être encore un peu plus copains entre eux. J'ai jamais vu un sénateur en engueuler un autre, comme on peut le voir devant les caméras, mais dans les coulisses. Mais des députés non plus. Des députés non plus. On parle quand même beaucoup d'histoire aussi, et puis on a quand même un exemple d'un Sénat assez important et Mmh mh. connu, qui est le Sénat romain. Est-ce qu'il y a un Mmh. parallèle entre le Sénat français et le Sénat romain qu'on peut faire? Est-ce que les députés se revendiquent un petit peu de l'autorité qu'avaient les sénateurs romains? Est-ce qu'ils se prennent un petit peu pour des sénateurs romains? Est-ce Qu'est-ce qu'il qu'ils y a arrivent en est-ce qu'ils arrivent en toge? Est-ce que, voilà. tu vois, en gros, est-ce qu'ils assassinent des gens? On ne sait pas, tu vois? Avec des poignards et tout, non. Non, alors il y a évidemment le nom qui a été, hérité de la Rome antique. Sinon le seul parallèle qu'on peut faire, je pense, c'est la cérémonie, qu'il y a au tout début des séances. Si jamais un jour vous avez, la possibilité d'aller visiter l'Assemblée ou le Sénat et d'assister à une séance, vous verrez qu'il y a une sorte de rituel, une sorte de cérémonie avant chaque séance. Vous avez la garde républicaine sabre au clair qui accueille le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat et qui l'escorte jusqu'à l'hémicycle et qui le laisse entrer tout seul et qui n'entre pas. La garde républicaine reste à l'extérieur. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui remonte à la Rome antique, avec l'idée que c'est le pouvoir militaire qui escorte le pouvoir civil pour qu'il puisse accomplir son devoir, mais qui reste ensuite à l'extérieur de l'hémicycle, puisque le pouvoir militaire, dans la Rome antique, n'exerce pas le pouvoir, il protège les gens, les civils qui exercent le pouvoir. Ça, pour le coup, c'est une cérémonie qui peut être retracée jusqu'à la Rome antique. Sinon, en dehors des bustes, statues et divers tableaux qui font référence à la Rome antique, j'en ai pas, j'ai pas vu grand-chose au Sénat qui, qui soit héritier de Rome, en tout cas. Est-ce que le Rubicon, c'est pas la porte de l'Assemblée? Euh, Transposition. que je réfléchisse. Quand on va au rugby, quand on franchit le Rubicon, c'est pas pour aller à la pêche. À l'Assemblée nationale non plus. Bon, non. Si je pense que le Rubicon, c'est plus entré dans l'Assemblée nationale avec ses grenadiers, comme l'a fait Bonaparte, peut-être, Voilà. puisqu'on parle d'histoire. Peut-être, peut-être. Et est-ce que du coup, il y a une tenue, on parlait des choses obligatoires, il y a une tenue à respecter du coup dans les institutions françaises, à ce au Sénat? Une tenue correcte simplement, mais c'est pas forcément précisé ce que doit être une tenue correcte. Alors si on arrive en bermuda, c'en est pas une, mais ça se fait un peu, ça se fait un peu au cas par cas, si tu veux. Le slip n'est pas une tenue correcte, le costume cravate en est une. Après, il y a un entre-deux où tu peux un peu jouer sur la zone grise, on va dire. Hem, à l'Assemblée nationale, ils ont rendu obligatoire la cravate pour les hommes depuis, le début de la législature qui court là, donc depuis 2022. Tu sais? Puisque les députés LFI avaient tendance à venir, sans cravate pour le coup, donc ils l'ont rendu obligatoire. À part ça, il y en a pas, mais jusqu'à la Troisième République, je crois, tu avais un uniforme pour les sénateurs. Je ne sais pas si tu sais ça, mais par exemple, sous la monarchie de Juillet, les pairs de France, qui sont devenus ensuite les sénateurs, avaient obligation de porter un uniforme. Et dans leur uniforme, ils avaient une épée, pour l'anecdote. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les huissiers, par exemple. Tu connais les huissiers, non? C'est ceux à l'Assemblée nationale et au Sénat Ouais. qui ont un costume en queue de pie, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ils ont Peut-être une épée à leur côté. expliquer leur rôle peut-être pour ceux qui connaissent Ouais, pas? tout à fait. Bah, en fait, ils sont chargés de maintenir l'ordre public dans l'hémicycle, donc de séparer, des sénateurs, qui commenceraient à se battre avec les ministres, par exemple. C'est déjà arrivé, hein. On va pas citer de nom non plus pour pas gêner Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, mais c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. C'est le patron des huissiers, hein, qui m'a raconté ça personnellement, qui avait dû séparer, donc un sénateur, on va pas dire qui c'est du coup, et Brice Hortefeux. Donc je te laisse imaginer un peu la scène. Donc c'est ça, et leur rôle, c'est aussi de protéger le président de la séance. Et donc, dans leur uniforme, ils ont des épées, puisque à l'origine, il fallait qu'ils soient à armes égales avec les sénateurs qui avaient une épée aussi. Aujourd'hui, les sénateurs ont perdu leur uniforme, mais les huissiers l'ont gardé. C'est pour ça, si vous voyez ces gens qui se baladent avec une épée dans les travées à l'Assemblée Ouais. nationale, vous saurez pourquoi ils en ont une. Et on parlait de la cravate obligatoire. Hmm. Est-ce qu'il y a un équivalent pour les femmes?
Non, Ça, c'est pas pour les encore. hommes, du coup. Ouais, tout à fait. Pour les femmes, il y a pas d'équivalent encore. Il y avait LFI qui avait fait une opération de com avec les femmes députées de LFI qui étaient arrivées avec une cravate pour montrer le côté qu'elles jugeaient ridicule de la situation. Mais il n'y a pas eu de réaction. Et Pour du coup, il l'instant, n'y a pas cravate. de. Ouais, pardon. Le costard, chemise, c'est pas un truc qui est obligatoire, du coup. Pas du tout, pas du tout. François Ruffin. Non, tu parles pour les femmes ou. Pour les hommes, pour les femmes, bah, la femme avoir son. Bah, pour les hommes, tu es obligé d'avoir une cravate, donc à partir de là, normalement, Chemise. tu mets la chemise et la veste avec, effectivement. Mais pour les femmes, non, tu peux arriver à peu près comme tu veux, tant que tu n'arrives pas en bikini. A priori, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci. Il y avait une Il y en a question qui qui seraient était, fichus de le faire. il y avait une Oui, question pardon. qui était très importante qui a été posée tout à l'heure. Là, je remonte, c'était posé un petit moment. C'est du coup le bar. Il est ouvert quand le bar? Le bar est ouvert jusqu'à la fermeture de la séance, je crois, si ça n'a pas changé. Il est juste à côté de l'hémicycle. Je sais pas si. Est-ce qu'on aurait moyen de montrer des images de l'Assemblée nationale à l'écran? Tiens, je sais pas si Bien c'est sûr, on possible. peut. Bien sûr, on peut. La buvette, si mes souvenirs sont bons, à l'Assemblée nationale est ouverte jusqu'à, je crois que c'est 19h ou bien jusqu'à la fermeture de la séance. Je vous laisse imaginer, si vous êtes fonctionnaire, l'amplitude horaire que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que tant que la séance n'est pas finie, vous n'allez pas vous coucher. En gros, c'est un peu embêtant. Et au Sénat, le bar, je crois que c'est la même règle. Il est ouvert, je crois que c'est 19h aussi, ou jusqu'à la fin de la séance de mémoire. Essaye de taper périmètre sacré Assemblée nationale. Je pense qu'on va Est-ce trouver. que ça, c'est bien ou pas? Ça, c'est l'hémicycle. Ouais. Essaye de taper Assemblée nationale, périmètre sacré. Peut-être qu'on va voir. Alors, Assemblée Ou nationale. salle des conférences, peut-être. Ouais. Ou périmètre sacré. Bon, on va voir. Je peux pas voir ce qu'il y a là. Enfin, si. J'ai ça, c'est des Ah. conférences là. Est-ce que c'est celle-là? Attends, je vois un peu mal. Elle est un peu pixelisée celle-là, mais ça les compte. Ouais. J'ai un peu du mal. Ouais, si, c'est ça. Alors là, la buvette. Alors là, tu as une porte qu'on voit pas là sur la photo qui est à droite, qui amène dans un couloir où il y a l'hémicycle. Ouais. Et là, la buvette, il faudrait que tu fasses un quart de tour sur ta gauche et tu aurais la porte de la buvette en face de toi. Tu vois? Ouais. C'est pas super intéressant du coup, puisqu'on peut pas la voir, mais bon, écoutez, tu vois. Si je mets buvette du Sénat ou buvette de l'Assemblée nationale, buvette Mais buvette de l'Assemblée, parce que c'est la plus connue. de l'Assemblée. Je sais pas si on pourra avoir une image de la porte de la buvette, je veux dire. Cette image vient de Minecraft. Et qui Ah, dit ça. buvette, ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Là. Je préfère celle du Sénat d'ailleurs, parce que celle-là. Oh, mais je vais pas. Il est fou. Merci pour le follow du coup au passage. Ok, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on y sert à cette buvette? Bon, un peu de tout. Il y a pas mal de boissons. Il y a surtout des boissons qui sont servies. Des fois, il y en a qui en abusent, bien sûr. Ouais. Des fois, il y en a même qui dégueulent dans la buvette. Ah ouais. Je citerai pas de nom pour pas gêner Louis Boyard. Ah, attends, excuse-moi. Ouais, Louis Boyard avait dégueulé dans la buvette il y a quelques temps. Attends, juste une seconde, je crois qu'il y a ma copine qui m'appelle. Pardon, excuse-moi. Ouais, et du coup, merci du coup. Green Cougar, tu passes du rang de marin douce à une moussaillon. Donc ta carte, c'est ta boussole du coup, pour maintenir les caps sur les flots de la connaissance. Ma copine cherchait les granolas. Je vous prie de m'excuser. Ah ouais, c'est important les granolas. Je lui ai dit où se trouvaient les granolas. Donc du coup, donc pas mal de boissons avec modération. Et après, il y a aussi un petit peu à manger. Alors, il y a des trucs de brasserie, on va dire. Tu sais, tu as des tartines, des croque-monsieur, des trucs comme ça. Quelques petits plats que tu peux réchauffer au micro-ondes aussi. Et puis voilà. L'avantage, c'est que c'est vraiment pas cher du tout. Ok. Genre vraiment, enfin, surtout à Paris. Ceux qui habitent à Paris savent que boire un café, faut craquer ton PEL. Mais là-bas, la buvette du Sénat, je crois que c'est 60 centimes pour un café, un truc comme ça. Ouais, C'est pas mal. Ouais, Ah c'est pas mal ouais. pour le coup. Ah ouais, Ouais. c'est financé par l'État, c'est pour ça. Je saurais pas te dire. Soit ça, soit ils le vendent à prix coûtant, je sais pas du tout.
Honnêtement, faudra que je demande. Faudra que je demande. C'est Mais incroyable ça que c'est moins cher que. ah ouais, ça pour le coup, c'est pas mal. Ah du coup j'en abuse un peu du café alors. Il est bon ou Oh moins? non! Comment? Ouais, bah, Est-ce que. c'est le même concert dans tous les cafés à Paris, hein, de toute façon. C'est le même concert dans tous les cafés. Mais il faudra qu'on fasse une visite. Tu sais, on en avait parlé de faire Ouais, une ouais, visite ouais. sur Twitch du Sénat. On en Pour fera le une, coup, ouais. essaye de montrer la buvette du Sénat, peut-être, ça peut être Ouais. sympa. C'est du cinéma. Mais Parce du que coup. celle-là, je trouve que celle de l'Assemblée, elle fait un peu Shining, quoi. Tu sais, Ah mais l'ambiance un peu années clairement. 60, trop bizarre. Ouais. Le Terry, c'est ça. Non. Mais peut-être Salon Victor Hugo, Sénat, peut-être qu'on va trouver. Ah, salon. Ouais, c'est un bon nom, salon. Ah oui. Alors, oh, Avant ça, non. c'était le salon de l'empereur sous Napoléon III. Et puis, ben, quand le Second Empire est tombé, on s'est dit, bon, salon Victor Hugo, ça fait mieux. Du coup, C'est ça? je peux pas le voir pour l'instant. Formation nationale du journalisme. Attends. Salon Victor Hugo réservé aux sénateurs. Ouais. Voilà. Privé, hein. Je vois pas l'image sur mon retour. Attends. Peut-être que Même ça plus bug chez grand là. moi. J'avais un écran noir en fait, c'est pour ça. Ah bah, je suis sur la pub, tiens. Je suis sur la pub. Ah ouais, c'est ça, hein. Si vous avez d'ailleurs un Prime, n'hésitez pas à le lâcher, hein, c'est moins cher que. Ça permet de pouvoir financer le ROM. Et les visites aussi. Et des visites. Bah là, j'ai un salon, et il est écrit salon Victor Hugo, donc avec des petits fauteuils, avec des petites tables en fait. 4 fauteuils autour de petites Ouais, c'est tables bon, à je chaque vois. fois. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Et avec le buste de Victor Hugo au-dessus de la cheminée, qui a remplacé le buste de Napoléon III, qui était là à la base. C'est ça. Et du coup, c'est ouvert seulement aux sénateurs, seulement aux députés, ou tout le monde peut venir? Alors celui-là, c'est réservé aux sénateurs, mais si ton Ouais. sénateur y est, tu peux y aller pour boire un café avec lui quand même, ça Ok. va. Et juste à côté, tu as la buvette pour les collabs et pour les fonctionnaires, qui est du même style, avec des chaises un peu plus normales, mais à part ça, c'est à peu près le même style. Je sais pas si je peux trouver une image. Attends, je vais essayer de. Il y avait une question importante. J'essaie de Est-ce que regarder. est-ce que c'est bien noté sur TripAdvisor? Et merci à Cybelle Pierre qui offre un abonnement du coup à Même Politique. Mais incroyable, Merci merci. beaucoup, ça fait super plaisir. Merci Merci à beaucoup, c'est toi, cool. merci à toi. Je te salue bien bas. Et bien sûr, on met ça dans la caisse commune pour financer le navire. Mais Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Merci. encore Qui une fois, c'est qui l'a Cybelle offert? Pierre. Cybelle Pierre, du coup, hein, Merci beaucoup, Sybelle Pierre, c'est cool. qui s'est abonné qui a follow ta chaîne aussi, donc qui est joueuse, un Mhm. matelot de qualité. Passe aussi au Merci beaucoup. Durand de Moussaillon à celui de Marin. Ça Un va. matelot. J'ai hâte qu'on puisse faire des lives avec toi dimanche, du coup, ça va être sympa. Sinon, tu as une salle du Sénat qu'il faut absolument voir, c'est la salle des conférences du Sénat pour le coup. On a vu celle de l'Assemblée tout à l'heure. Lâcher un Essaye de la abo montrer peut-être à l'image. lâcher un abo qui coûte le même prix que 5 cafés à l'Assemblée. C'est ça. C'est J'avoue, ça. C'est magnifique. j'avoue. C'est J'aurais pu magnifique. boire 5 cafés, ouais, j'avoue. Tu voulais que je montre quoi? Mm. La salle des conférences du Sénat. Alors, ça, Si, pour faire un petit teaser de la visite à venir, hein, normalement. on tease un peu. Ah Ouais, ouais, ah ouais. Envoyer du pâté. ça s'en jette. Ah ouais, ouais. C'est limite trop, en fait, quand tu la vois pour la première fois, Ah ouais, ça donne le tournis, quoi, tu vois, presque. on a des fonds Donc d'écran voilà. en Alors rapport, quand, hein. quand tu dois la traverser parce que tu as un truc à faire à l'autre bout, t'es content, tu vois, parce que Ah ça fait ouais. 60 mètres de long, si tu veux. Tu mets 3 minutes à la traverser. Et c'est ça les ors de la République. Exactement, exactement. Et je crois que c'est la niveau hors de la République, je crois qu'on n'a jamais fait mieux. Je pense que Ah, c'est la pire. C'est la pire. je pense que là où on est pas mal. Niveau entretien, ça doit être quelque chose, hein. Faire Bah, attention, hein. c'est là, en ce moment même, il y a des restaurateurs qui repeignent tout à la feuille d'or et c'est comme ça tous les étés. Tous les étés, tu as des Tous les restaurateurs qui viennent. étés. Ouais. Ça coûtait une Parce blinde, que ça? tout est à la feuille d'or là, hein. Tout est à la feuille d'or. Alors, t'as pas énormément d'or, je crois que tu as quelques centaines de grammes à peine, du coup, puisque c'est Hein?
c'est de la feuille. Voilà. Mais ouais, quand même, On nous dit, il est c'est un là, le truc de fameux fou. or du Mali. L'or du Mali, oui, c'est ça, c'est ça. Celui qui servait à conduire l'électricité en haut des Ah, pyramides, c'est ça, et voilà, exactement. exactement. Il est présent, il est ici en France. C'est ça. Bah, maintenant, ça fait, ça fait la déco sur mon lieu de travail, maintenant, tu vois. Avant, ça servait à transmettre de la 4G, maintenant, ça sert à ça, tu vois. C'est bon. Oh, c'est comme Versailles, c'est bien aussi. Hein. Ouais, ouais, je sais pas si la Galerie des Glaces est pire. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Il faudrait que j'y retourne pour m'apercevoir. Galerie. Et ça, en plus, il faut imaginer que c'est une salle qui a été faite à la gloire des Bonaparte, en plus. Là, il n'y a plus ça, mais à la base, tu avais toute la salle qui était couverte de tableaux qui retraçaient la vie de Napoléon Ier, en fait. C'était ça le délire de la salle, si tu veux. Et au centre de la pièce, tu as une coupole avec dessus On est pas une mal scène de aussi. Hein. Napoléon. Ouais, on est pas mal, effectivement. On est pas je mal pense... aussi. Hein. Je sais pas. Attends, À voir. attends. Non, quoi À voir, à voir. Comparaison. On a des moyens techniques incroyables. Hein. Waouh. Ah ouais, on est. C'est du niveau de Public Sénat, là. Ah, c'est Attention. du niveau qualité incroyable. Alors, on a les deux là, à côté, pour voir un peu ce que. Voilà. Si vous faites une idée, lequel est le mieux? Bah, je pense que la salle des conférences est pire, quand même. Les Rien que le conférences, tapis... ouais, c'est vraiment full. Or, le tapis. Ouais. Rien que le tapis violet, en fait, tu vois. Je trouve que ça donne vraiment Voilà. un côté no limite au truc, tu sais. On a un modo qui veut lancer un sondage là-dessus. C'est quoi le pire, Ah ouais, la galerie carrément, des carrément. glaces ou la salle des conférences? Voilà. Faites-vous Et donc, plaisir. tu as au centre de cette salle une coupole. On peut la voir là sur la photo. Je crois que la coupole fait 15 mètres de haut déjà. Tu vois, un truc de Ah fou. ouais. C'est absurde, tu vois. Genre, t'as le plafond, et en plus du plafond, t'as la coupole qui fait 15 mètres. C'est un truc de fou. On voit où vont nos impôts. Ils sont. Bon. Et la coupole, en fait, l'idée, c'est une fresque de Napoléon Ier qui se fait enlever Ok. au ciel par les anges, tu sais. Genre, c'est un Ok. truc. Et c'est que ça, toute la salle, tu vois. C'est dingue ça. C'est un truc de fou. Donc, ouais, bon. Voilà, donc, les démocrates qui veulent voter ici, vous pouvez voter. On va voir Aïe, si aïe, le aïe. chat est d'accord. Plus Versailles, parce que c'est pas Versailles ici. Ou alors, le Sénat, du coup. On voit on voit où ça passe nos impôts, dit Voilà. Edgar. Ouais, ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Est-ce que des subventions, tiens, parce que ça fait partie du patrimoine aussi, donc normalement, Ben, le Sénat décide de son propre budget, en fait, puisque c'est lui qui vote le budget avec l'Assemblée nationale. Donc, en fait, c'est le Parlement qui vote le budget de l'État tous les ans, donc c'est eux qui décident de combien il dispose. Et après, le Sénat fait ce qu'il veut de son argent, pour le coup. Il peut se subventionner lui-même. En fait, le Sénat, financièrement, enfin, l'Assemblée nationale aussi, d'ailleurs, le Sénat se gère tout seul financièrement. Ils sont pas... c'est pas le président ou le Premier ministre qui décide de comment le Sénat gère son Et budget, pour des raisons d'indépendance. selon quel, comme dit là, dans le chat, selon quels critères il vote son budget? Oh bah, en fonction des besoins du Sénat, simplement. Il n'y a pas de limite d'encadrement, enfin de dire on a ce temps ou je sais pas, il n'y a pas une échelle en limite, fait, une échelle de. La limite, c'est simplement le contrôle de la Cour des comptes et des institutions qui sont chargées de vérifier l'utilisation des fonds publics. Et à part ça, c'est le Parlement qui vote la loi, donc le budget, puisque le budget est voté par la loi. Donc, effectivement, il n'y a pas de limite que je réfléchisse. La seule limite à laquelle je pourrais penser, à la rigueur, c'est la limite des 3% au niveau européen, quoi. Mais à part ça, des 3% du budget... Et, par exemple, enfin, les derniers budgets, c'était montant de je ne saurais pas te dire ça. Faudrait qu'on... Attends, on va aller vérifier ça. 335,66 millions, on dit dans le chat. Tiens. Ouais, j'ai quelques centaines de millions en tête, moi, comme échelle. 335 millions? À 336 du coup. C'est l'ordre d'échelle que j'avais en tête, ouais, effectivement. Et mais du coup, l'argent, il vient d'où? Ah bah, c'est les impôts, tout Impôts simplement. Comme tout... Comment dire? Comme tout le fonctionnement de l'État, quoi. Oui, effectivement. Ça vient des impôts. C'est vrai que les cafés sont pas chers. Encore une fois, je ne sais pas si c'est parce qu'ils le vendent à prix coûtant ou si c'est parce qu'ils subventionnent. Mais je pense
Ah, tu me diras, non, je sais pas, il faudrait que je demande. Il faudrait que je demande. Je je sais pas. Non, mais je pense qu'ils le vendent à prix coûtant ou à perte, effectivement, parce que sinon ça pourrait pas être possible. Ah, et on a une égalité entre Versailles et l'Assemblée. Ah, bah Voilà, voilà, magnifique. voilà, les gens, voilà, Versailles et Alors, l'Assemblée. qui a voix prépondérante en cas de partage chez toi? Ah, Dis-moi. ah bah, généralement, c'est moi, hein. Bah vas-y, alors tu choisis, tu choisis. Ou alors, quelqu'un n'a pas voté. Quelqu'un n'a pas eu le temps de voter. Il veut trancher. Moi, j'ai pas voté. Et 608 millions pour l'Assemblée. 2 fois plus. Ça m'étonne pas parce qu'il y a presque 2 fois plus de députés. Donc C'est vrai, effectivement, c'est vrai aussi. Bah, si ce Bellepierre, t'as pas voté, tu peux te. ce serait cohérent. Ce serait cohérent. Nous, on dit on est une démocratie pirate ici. On est sur un navire, du coup, tout le monde a les mêmes voix. Le Vote parti comme pirate. Igara. Mais Igara a voté quoi? C'est ça la question. Je ne sais point. Je ne sais point. Et on est parti en détail de ça, mais par exemple, l'origine ou d'où est-ce que ça vient? Ah bah, Igara n'a pas voté non plus. Pas. On est bien comme Ah, ça. On fait des sondages, vous ne votez pas. D'accord. On va faire une bah, dictature maintenant. c'est un peu comme les européennes, quoi, si tu veux, ou les départementales, tu vois. On fait des votes, mais personne n'y va, tu vois. C'est pareil. Écoute, Pas c'est bientôt les élections sénatoriales d'ailleurs. Tout le monde s'en d'abstention. tape. C'est ça. C'est dans un mois, tout le monde s'en Un tape. mois. Personne n'en parle. Abstention, c'est un vote. Effectivement, c'est un vote abstention. Ouais, C'est vrai que on n'a pas mis de vote abstention. tout à fait, tout à fait. Pas forcément reconnu. Ok. Est-ce que tu aurais une petite anecdote du coup de trucs cocasses que tu aurais vu à l'Assemblée ubuesque, je sais pas, qui n'a pas de rapport? Alors, on va avoir le même problème que pour les noms des sénateurs. Faut que j'en trouve une qui est assez, assez drôle et assez safe, on va dire. Mais Tu veux, en attendant de réfléchir, il y avait une question qui avait été posée tout à l'heure, qui a été ouais, reposée, c'est je vais comment en ils sont trouver une. élus, les sénateurs? Les sénateurs, ils sont élus au suffrage universel indirect. Ils sont élus par un corps électoral qui comprend en gros 100 000 personnes et qui est constitué de tous ceux qui sont déjà élus, en fait. Donc, c'est-à-dire que ce sont, en gros, hein, je simplifie, ce sont les maires, 35 000 maires, plus les députés, les sénateurs, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, etc., etc. Ce sont eux, en fait, qui élisent les sénateurs lors des élections sénatoriales. Et je crois que le vote est obligatoire pour les élections sénatoriales. Voilà. En gros, c'est ça. Après, dans le détail, les communes qui sont suffisamment grandes peuvent désigner ce qu'on appelle des électeurs supplémentaires. Alors ça, c'est magique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le maire de la commune qui dit, ben, lui, il vote aussi, en fait. Par Ah, décision du maire. Et évidemment, la personne qui est choisie va voter la même chose que le maire, bien évidemment. Ça, c'est un système un peu bizarre. Et donc, avec ce système, on aboutit à 100 000 grands électeurs qui votent pour les sénateurs. Je ne sais pas si j'ai été clair. ouais, d'ailleurs, on nous dit dans le chat s'ils sont le vote obligatoire. Ouais, il me semble bien, oui. Oui, le vote est obligatoire, c'est ça. Je l'ai mentionné. Et comme disait, nous, en tant que personne, on ne va pas voter. Non, au sénatorial, sauf si vous êtes maire ou si vous êtes choisi par le maire de votre patelin comme électeur supplémentaire. Sinon, malheureusement, Et c'est quoi qui fait ce critère d'électeur supplémentaire? Il y a un besoin en particulier? Une raison? c'est simplement pour avoir un corps électoral un peu plus large, je crois. Et pour favoriser. Non, excuse-moi, non. La raison, c'est que c'est pour favoriser, enfin, pour faire en sorte que les grosses communes aient un poids un petit peu plus important. Parce que, comment dire? Je ne sais pas si vous le savez, mais on a 35 000 communes en France. Je crois qu'on est le pays avec le plus de communes d'Europe, je crois. Donc, quand on dit que les maires peuvent voter, le problème, c'est que vous allez avoir une surreprésentation des zones rurales. Puisque sur les 35 000 communes, l'écrasante majorité, c'est des communes rurales. Donc, ce système d'électeurs supplémentaires, on dit qu'à partir d'une certaine population dans une ville, le maire peut désigner des personnes qui ont voté en plus. Ça permet aux grosses villes d'avoir un petit peu plus d'électeurs pour pas que ce soit les maires des communes rurales qui décident tout seuls, en fait. C'est ça l'idée. Mais sinon, il y a pas de critères, en fait, c'est juste un barème. J'ai plus les chiffres en tête, mais à partir d'un certain seuil de population, le maire désigne un électeur supplémentaire. À Et partir d'un certain seuil, il en désigne deux, etc., etc.
Est-ce que du coup, dans ces sénateurs, il y a une surreprésentation d'une certaine classe sociale ou pas? Ah oui, Parce que c'est quand on pense l'écrasante sénateur, majorité, bah, le portrait moyen du sénateur, c'est un homme, dans sa soixantaine, voire plus. Il y a beaucoup moins de femmes qu'à l'Assemblée. Je crois qu'il y a 20 ou 30 de femmes, il me semble. Heu, Ce qui est déjà pas mal vu l'histoire du Sénat, parce qu'on partait de assez loin et c'est des classes sociales qui sont assez aisées, oui, très souvent. Comme les députés, hein, d'ailleurs, comme les députés. Il y a très, très peu d'ouvriers au Sénat. du coup, d'où viennent ces personnes qui se présentent comme sénateurs, qui se représentent, qui essayent de devenir sénateurs? C'est-à-dire d'où ils viennent? Bah, en fait, là, tu me dis qu'il y a une surprésentation des personnalités, mais pourquoi il y a cette parce que les autres ne se présentent pas ou ils ne sont pas, Hem, pas copains du coup avec les maires et avec les élus? Ou Ça, je pense que c'est 2 choses. La première, c'est une forme d'autocensure de la part des gens, un peu moins aisés, on va dire. Je pense que c'est seulement malheureusement, c'est seulement quand tu as une certaine aisance que tu peux te permettre de prendre sur ton temps libre pour te lancer dans autre chose. Je pense que quand tu bosses, 8 heures par jour à l'usine, c'est assez compliqué derrière d'aller t'engager dans un parti politique, quoi, tout simplement. Je pense que les personnes aisées ont un peu plus de facilité à ce niveau-là. Ils se font des contacts beaucoup plus facilement aussi. Et puis tu as tout un processus de sélection par les partis politiques. Si tu n'as pas un parti politique, c'est absolument impossible de te présenter au sénatorial. Donc tu as ce processus de sélection préalable des personnalités qui va se faire et ça se fait au réseau et le réseau, c'est souvent dépendant de ton activité professionnelle et de ton milieu social de base. il y a aussi, peut-être un phénomène qu'on mentionne pas beaucoup, c'est qu'on voit surtout les députés, les sénateurs comme les représentations de la politique. Mais ça Mmh. représente au final une infime partie des gens qui travaillent en politique, sont celles Ouais, qui tout gagnent à fait, beaucoup, alors que la plupart, bah, tout comme à tu dis, fait. ils prennent sur leur temps libre, et ils gagnent Ouais. pas forcément beaucoup d'argent en étant en politique, même certains, c'est assez Ben, compliqué, quoi. l'immense majorité des conseillers municipaux, et ça représente des centaines de milliers de personnes, hein, qu'on s'entende bien, ils font ça bénévolement. Ils ont absolument aucune rémunération. Si la mairie a les moyens, éventuellement, ils peuvent leur défrayer un truc une fois de temps en temps, un trajet ou quoi, mais c'est tout. Les maires des petites communes, les maires, hein, pas les conseillers municipaux, donc ceux qui ceux qui ont un double travail du coup, ils ont leur travail normal plus ils gèrent une mairie. Ils sont rémunérés, je crois, peut-être 300 € par mois, un truc comme ça. J'avais été en relation pas mal avec un maire, de Côte d'Or où il y a 300 habitants. Le mec, son métier de base, c'est ambulancier. Ensuite, quand il rentre chez lui, il doit gérer sa mairie. Comme il y a 300 habitants, en fait, il y a aucun fonctionnaire, donc il doit tout gérer tout seul avec ses conseillers municipaux. Il a pas d'équipe de gens qui sont payés pour travailler pour la mairie. Donc ils font tout ça sur leur temps libre. Le mec bossait, 17 heures par jour et sa rémunération en tant que maire, c'était 300 €, quoi. Ouais, effectivement. Après les hommes politiques un peu plus aisés, c'est les hommes politiques soit nationaux, donc députés, sénateurs, ministres, et cetera, soit les présidents de régions, de départements et des grosses villes. C'est surtout ceux-là, en fait, qui sont bien payés. Savoir nous parler, par exemple, 780 € pour 9 000 habitants pour un adjoint. Il y avait Ouais, une c'est ça. question qui me faisait rire, c'est on en a parlé, mardi, et que je t'avais parlé qu'ils faisaient du LOL, tu sais, à l'Assemblée nationale avec Hugo Ouais, notamment. Est-ce que ouais. du coup, il y a du LOL du coup, au Sénat? Pas encore, pas encore. Pas encore? Ils ont pas il va peut-être encore falloir une élection ou 2 pour qu'ils s'y mettent. Le Sénat a toujours, en fait, comme le Sénat est élu, par les maires, ils ont toujours une élection de retard, si tu veux, en termes de modernité, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, le Ouais. Sénat qui est élu aujourd'hui, hem, qui est en fonction aujourd'hui, c'est le Sénat, enfin, il a été élu par le corps électoral de 2020, tu vois? Heu, donc c'est un Sénat qui est encore dans l'ambiance Startup Nation, mais pas encore, NUPES, LFI, réseaux sociaux, Twitch, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont plutôt Et chasse à la cour du coup. ouais, encore un peu effectivement. Bah, Gérard Larcher vient de Rambouillet à la base, donc effectivement, tu as pas mal de chasse là-bas. D'ailleurs, tu as des photos qui existent de Gérard Larcher, fusil à la main et tout, c'est incroyable. Heu, Ouais, qu'est-ce que je veux dire? Mais voilà. du coup, ça va venir, je pense, mais le Sénat, a toujours quelques années de retard par rapport à l'Assemblée, sur les moyens de communication. C'est une chambre plus conservatrice par définition. Et bah, on parlait, c'est quoi les activités typiques, d'un sénateur? Si tu as peut-être emploi du temps, activités, loisirs, d'un sénateur?
Alors, il faut distinguer 2 types de journées. Tu as les journées à Paris et les journées en circonscription. C'est pareil pour les députés aussi, d'ailleurs. Le travail à Paris, donc le travail en séance, il se fait les mardis et les mercredis. Donc c'est là qu'ils sont dans l'hémicycle et qui lèvent la main et qui votent pour les lois, hein, et qui font leur petit discours, et cetera, et cetera. C'est pour ça que si vous regardez des séances le jeudi, par exemple, vous verrez qu'il y a personne dans l'hémicycle. C'est souvent là qu'on prend les photos pour montrer que l'hémicycle est totalement vide. C'est parce que, si vous venez un jeudi, oui, effectivement, c'est le jour où tout le monde part. Les autres journées, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est les journées en circonscription. Donc là, ils vont faire les événements locaux. Ça peut être très, très divers. Là, par exemple, en plein été, ça va être toutes les fêtes locales dans les différents patelins. Donc, si vous avez un patelin rural, ça va être tout ce qui est transhumance. Si vous êtes en Provence, ça va être les aïolis. Il y a beaucoup, beaucoup d'aïolis en Provence. Je ne sais pas si vous connaissez la tradition. Ensuite, ça dépend des années. Ils vont partir à la rencontre des maires, ils vont rencontrer des associations, rencontrer des chefs d'entreprise pour faire remonter ensuite à Paris des idées pour faire des propositions de loi cohérentes. C'est ça l'emploi du temps de la semaine d'un sénateur. Après, en fonction de la journée, ça varie entre les rendez-vous, le travail en séance et le travail en commission. Je ne sais pas si je peux présenter rapidement ce que sont les Ouais, bah, commissions, je ne sais pas si c'est utile, vu que mais tu parti, sur ça, vas-y, hein. bah, le travail en commission, en fait, l'Assemblée et le Sénat adorent faire le travail 2 fois, en fait, quand ils étudient une loi. C'est-à-dire qu'en fait, avant de faire passer la loi dans l'hémicycle, on la confie à un groupe de sénateurs spécialisés sur un sujet qui s'appelle une commission parlementaire. Donc, par exemple, vous avez une commission spécialisée sur l'économie, une commission spécialisée sur le social, etc., etc. Une sur l'écologie. Et en fait, chaque proposition de loi, chaque projet de loi est d'abord étudié par la commission spécialisée, où les sénateurs discutent la loi, ils la modifient, ils la votent, etc. Et ensuite seulement, la loi arrive dans l'hémicycle. Et là, c'est tous les députés ou tous les sénateurs qui la rediscutent une deuxième fois, en fait. Donc, en plus des réunions dans l'hémicycle, vous avez des réunions de travail plus spécialisées au sein des commissions. Et on parlait du coup, tu parlais du rapporteur, c'est quoi son rôle spécifique? Alors, le rapporteur, c'est celui qui va être choisi pour présenter à ses petits camarades le projet de loi qui est étudié. En gros. Certaines mauvaises langues disent que c'est le seul qui a lu la loi pour de vrai et que tous les autres ne font que voter ce que leur disent leur groupe. Je ne suis pas de ces mauvaises langues. Je conteste énergiquement ces accusations. C'est totalement faux. C'est de l'antiparlementarisme primaire. Le rapporteur, du coup, lit la proposition de loi en entier avec ses collaborateurs et il travaille avec les administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour proposer des amendements, c'est-à-dire pour proposer des modifications à cette loi. Et ensuite, il va avoir pour charge de présenter un rapport, d'où son nom le rapporteur, qui va expliquer clairement aux députés ou aux sénateurs ce qu'il y a dans cette proposition de loi et ce qu'il propose de modifier. Et ensuite, une fois qu'il aura fait ça en commission, il va aller en séance publique et il va refaire ce travail-là, qui va présenter devant l'hémicycle le travail de la commission. Il va dire voilà, la commission sur cette loi pense qu'il faut faire ça, la commission pense qu'il faut faire ça, la commission pense qu'il faut faire ça. Voilà le rôle du rapporteur, en gros. Ouais, des commissions qui sont thématiques. Est-ce qu'il y a des députés aussi, bon, parler qui il y en a pas forcément sur l'écologie parce qu'ils sont trop âgés, mais est-ce qu'il y a des, spécialités en fait, peu certains, Chaque député a sa spécialité en fonction de son parcours professionnel et de ce qui l'intéresse dans la vie, quoi. Si vous prenez François Ruffin, par exemple, c'est quelqu'un qui est très, très présent sur les questions de désindustrialisation et d'aide aux plus démunis, par exemple. Après, vous allez avoir des députés plus spécialisés sur la défense, plus spécialisés sur l'écologie, même certains qui sont spécialisés sur un pays étranger, par exemple. Vous avez, je sais pas, comment il s'appelait le franco-israélien, j'ai oublié comment il s'appelait, qui a été nommé il y a pas longtemps ambassadeur d'Israël en France. Je sais plus comment il et s'appelait. moi les noms ça fait 2 hein. Ah ouais, moi aussi, complètement. Attends, Les attends, je visages vais. ça va, mais les noms, c'est Alors très moi les compliqué, deux, hein. moi les deux, je suis nul. Attends, si quelqu'un l'a dans le chat, n'hésitez pas, hein. Ouais, Hési- je vais chercher, hein. C'est On cherche.
Non, c'est pas ça. Attends. Purée. Frédéric Journès? Non, c'est pas ça. Pas lui. Éric Danon? Non. Eli Non, Cohen? c'était pas ambassadeur alors, c'était un autre truc. Ambassadeur. Meilleur Habib, pardon. Voilà, Meilleur Habib, c'est lui que je cherchais. Meilleur Habib, c'était quelqu'un qui était spécialisé sur les relations franco-israéliennes, par exemple. Typiquement. Donc chaque député, chaque sénateur est spécialisé sur un sujet qui l'intéresse. En plus des commissions, du coup, il sera très présent sur ces sujets-là en particulier. Il a été nommé où alors, Meilleur Habib? Attends, parce que ça me... Son portrait à l'Assemblée nationale. Ouais. Tablier de France. Tablier de France, circonscription. Ouais. Il a été nommé où? C'est pas vrai ça? Un parental groupe. Mandat en cours. Commission Ah bon? des affaires étrangères. Ouais. Ah, je dois confondre. Alors, bah, tu vois, les noms et moi, effectivement, ça fait deux. On va sur ça. Député sortant des Français de l'étranger. Ouais. Depuis 2013. Sa élection en 2022 est annulée par le Conseil constitutionnel pour des irrégularités électorales. Il est réélu à la partielle qui suit. C'est beau la démocratie. Hein. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est beau. Mais je sais plus. Je suis désolé, j'ai dit une bêtise. Je sais plus où il a été nommé. Ah, et c'est un ami de Netanyahou. Ouais. Bien. Pourrait devenir ambassadeur d'Israël. Ah voilà. Mais alors ça n'a pas été fait. Il me semblait que ça avait été fait. Bon, enfin, c'est un détail. Voilà. Du coup, oui, effectivement, les députés, les sénateurs sont spécialisés sur des trucs. Ouais, bah, c'est pas une personne très très recommandable apparemment, donc on va le retirer de Ouais, l'écran. effectivement, il y a On va des petites repasser polémiques. sur un autre onglet. Il y a des petites polémiques dessus. Après, les spécialisations dépendent pas mal du parcours et de la circonscription aussi, forcément. J'avais rencontré le député de la Lozère, par exemple, qui est ultra spécialisé sur toutes les questions agricoles, évidemment, puisque la Lozère, c'est un département très, très agricole. Il est très positionné sur les questions rurales, sur les aides aux paysans, etc. Bienvenue sur le pont du coup, Hermine Soucoupe, et merci pour ta remarque. Pas ce bonhomme, mais c'est pas très con. Je vais juste ouvrir la fenêtre, attends, un petit instant, j'arrive. Bien, voilà, en tout cas, comme dit, on a arrêt. Voilà, désolé. Il y a Bernard Jomier. Je commençais un peu à crever de chaud. Il y avait une question qui était posée, je trouvais intéressant. Est-ce que ça ne pose pas un problème d'allégeance, là, cette double nationalité, sénateur? Comment ça? De double nationalité? Entre Israël et la France. Je pense pas, pour le coup. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Tu peux te sentir à la fois 100% français et 100% israélien. Je pense pas que ce soit quelque chose de... Je pense pas que ce soit quelque chose d'inconciliable, pour le coup. Tu m'aurais dit franco-russe en ce moment, ouais, c'est chaud, tu vois. Franco-israélien, en ce moment, il n'y a pas trop de raison de penser que ça pourrait causer un conflit d'intérêts, quoi. Et si tu connais, il y a Bernard Jomier qui est dans les questions de médecine. Je le connais pas, celui-là. Je le connais pas. Bernard Jomier, attends, je vais regarder. On va regarder. Hein. Ouais. Bernard Jomier, sénateur de Paris. Je l'ai jamais vu, je crois. Bon, après, je te dis, les visages, pour le coup, c'est pas un truc... Sénateur de Paris, vice-président de la c'est un commission des affaires socialiste. sociales, membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, membre de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale. Du coup, c'est quoi la différence entre les missions et les commissions? Les missions et les commissions. Là, attends, tu le vois où, Là, sa mission là que je regarde. Mission d'évaluation et de contrôle de sécurité sociale. Alors ça, c'est pas pareil que les commissions. Les commissions, ce sont des organes qui sont prévus directement par la Constitution. Oui, c'est ça. Qui sont prévus. Attends. Oui, c'est ça. Oui, qui sont prévus directement par la Constitution. Là, c'est un organisme qui est créé, qui est interne au Sénat, qui n'a pas vocation à discuter les lois, si tu veux.
En Ouais, ouais. commission, tu fais une discussion préalable de la loi avant que ça parte en hémicycle. Donc vraiment, c'est ce qui se passe dans les commissions influence très fortement ce qui va être fait ensuite dans la loi. Là, les missions, il y en a plusieurs types, mais là, la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, c'est pour vérifier le bon fonctionnement de la sécurité sociale. C'est plus un travail de contrôle de l'action publique, si tu veux. Le Parlement a plusieurs rôles. Il a le rôle de voter la loi, le rôle de vérifier que l'action publique soit effectuée correctement et fonctionne bien. Là, c'est simplement une mission qui va produire des rapports pour vérifier que la sécurité sociale marche bien. Mais ça ne va pas faire la loi, si tu veux. C'est ça la grosse différence. Ouais, et puis là, il disait que ça venait pas de la Constitution, mais d'une loi organique, du coup. De C'était quoi les... la mission qu'il avait, c'est une loi Ouais, organique qui est mise en place. Donc je pense que c'est pas un truc qui est autant intérêt pour régler la loi. ouais, effectivement. Et Oui, la puis question. si tu retirais la mission, comment ça s'appelle? La mission de contrôle de la sécurité sociale, d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, Ouais, le Sénat pourrait toujours fonctionner. Si tu enlevais les commissions, c'est beaucoup plus compliqué de discuter de la loi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et il y avait la question, ouais, je reprends la question, j'avais pas bien compris la question qui était posée. Et du coup, on nous rappelle que Monsieur Bernard Jomier, c'est lui qui était rapporteur sur la gestion du Covid. Ah, d'accord. Je savais pas. Ah, purée. Et, et la question, c'était juste que c'est des membres d'institutions J'ai... publiques de l'État. Ouais. Ça pose pas un problème d'avoir une double nationalité dans ce cadre-là, en fait. Bah, encore une fois, je pense pas. Ou alors, il faudrait aussi l'interdire à tous les fonctionnaires, par exemple, tu vois. Mais je suis pas sûr que ce soit très pertinent d'interdire à quelqu'un d'exercer une fonction politique ou une fonction administrative parce qu'il a deux nationalités. Je suis pas sûr. Puis même, ça poserait énormément de problèmes. Imagine, par exemple, typiquement pour les députés des Français de l'étranger, pour les sénateurs des Français de l'étranger, le fait d'avoir une double nationalité, c'est aussi une preuve de la connaissance des territoires dont tu as la charge pour le coup. Donc, je pense pas que ce soit dommageable pour le coup. Et, Mais je peux comprendre qu'il y en ait qui voient un potentiel conflit d'intérêts, mais bon, on voit je des pense conflits pas que ça arrive d'intérêts tous les entre le jours. public et le privé déjà. Oui, il y en a déjà suffisamment comme ça. Non, mais Ça. par exemple, regarde, si on étend ce raisonnement jusqu'au bout, il faudrait interdire aussi aux fonctionnaires d'avoir une double nationalité. Mais je prends juste cet exemple-là, tu vas pas avoir beaucoup d'interprètes et de traducteurs si tu enlèves tous les binationaux du Quai d'Orsay, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qui pose des questions. Si on n'a pas pris une question, n'hésitez pas à la reposer, hein. Des fois, je les vois pas toutes. Ouais. On part dans l'échange. Hmm. Alors peut-être du coup, vu on est parti sur ça, parler un petit peu d'où ça vient, peut-être. Toutes Et ces institutions-là. le Sénat, peut-être. Ouais, on va remonter jusqu'où tu veux remonter? Parce que là, on peut remonter jusqu'à Alors on peut remonter loin, je sais, mais je te laisse on peut choisir remonter jusqu'à la Magna Carta, là, si tu veux. Tu vois, techniquement. jusqu'où tu veux remonter, peut-être. Non, moi, j'aurais bien aimé remonter simplement rapidement jusqu'à la Révolution Ouais, française et je pensais bien. ouais, et jusqu'à la Troisième et à la Quatrième République, quoi, en gros, parce que Je pense qu'on est bon là. je pense que c'est plutôt ça l'événement fondateur. Mais grosso modo, le système qu'on a, enfin là, je parle de la répartition entre les pouvoirs, entre exécutif, législatif, pas que de l'Assemblée, hein. Après, je sais pas si tu voulais que je parle que de l'Assemblée et du Sénat ou du Voyez là. reste. Comment? Moi je disais bonjour à mon chat. Ah, pardon. Et vas-y, oui, non, je pense que tu peux commencer par parler peut-être de l'origine, tu vois, à partir de qu'est-ce que ça a changé en 1789 Ouais, et ok. au niveau de la répartition. Après, globalement, l'évolution jusqu'à la 5e République. Vraiment Ouais, ça global, je marche, ça pense. marche. Sinon, on y est encore Oui, dedans. oui, non, mais on va y aller à l'âge. On va y aller à l'âge. On fera un live spécialisé sur Yes, l'évolution exactement. institutionnelle. C'est hyper intéressant aussi. Mais Juste pour intégrer, pour que les gens comprennent pourquoi on en est là ouais, bien sûr. aujourd'hui. Bah, en gros, sous la Révolution française, on commence à adopter le principe que l'Angleterre a déjà mis en place depuis pratiquement la Magna Carta, justement, plus précisément depuis la Glorieuse Révolution. On met en place un parlement avec une limitation des pouvoirs de la part du roi, une limitation légale, on va dire.
C'est-à-dire que le roi n'exerce plus le pouvoir absolu, il doit passer par un parlement pour faire ce qu'il veut. Et en fait, à partir de là, c'est là que j'y vais à la hache, à partir de là, en fait, en France, on va avoir une succession de régimes qui vont essayer de trouver un équilibre, si tu veux, entre le législatif, donc le parlement, aujourd'hui l'Assemblée nationale et le Sénat, et l'exécutif, c'est-à-dire le chef de l'État, celui qui est chargé d'exécuter les lois. Hashtag Montesquieu. Je crois que tu connais bien Je Montesquieu, tu connais pourras nous bien. expliquer. Du coup, donc on a des régimes qui misent tout sur l'exécutif, des régimes qui misent tout sur le législatif, tout au long du 19e. Puis on aboutit avec la Troisième et la Quatrième République, on aboutit à des régimes qui sont complètement centrés sur le législatif. La Troisième République, ça commence en 1870, hein, je rappelle. Et en fait, là, on a un système politique dans lequel c'est le Parlement qui exerce tous les pouvoirs. En fait, le gouvernement et le président de la République n'ont absolument aucun pouvoir, c'est le Parlement qui décide de tout. Le problème de ça, c'est qu'on s'est retrouvé avec un gouvernement très instable, avec des gouvernements qui étaient forcés à la démission plusieurs fois par an, et un président qui n'avait aucun pouvoir, hein, je rappelle. Donc ça veut dire que quand le gouvernement part, l'action publique s'arrête complètement jusqu'à ce qu'il y en ait un nouveau. Il n'y a plus rien qui se passe du tout. Là-dessus, on a la Deuxième Guerre mondiale, on passe rapidement, on ne va pas détailler le régime, on ne va pas déraper, et ensuite on a un passage au système de la Quatrième République, qui est encore pire que celui de la Troisième République, puisque là, on a le record d'instabilité gouvernementale Avant ça, est-ce de que toute l'histoire de France. Oui, pardon. avant ça, est-ce que il y avait le judiciaire était déjà présent? Déjà une... Ah oui, toujours, toujours. Ça, le judiciaire a toujours été présent. Je pense qu'on peut dire qu'il a renforcé son pouvoir avec le temps, d'ailleurs. Il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus, mais je pense qu'il a renforcé son pouvoir avec le temps. Mais je pense que l'évolution qui a amené au système qu'on a aujourd'hui, c'est plus un duel entre l'exécutif et le législatif. Le judiciaire s'est un peu développé à part, je pense. Mais après, si dans le chat vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas, c'est un point de vue intéressant aussi. Mais le judiciaire s'est beaucoup développé en parallèle, effectivement. Avant que tu reprennes, moi j'en profite pour ceux qui sont Oui, intéressés pour savoir comment fonctionne un Sénat. Je vous donne un exemple, hein. Vous pouvez lire ce petit bouquin, Pandore et Décadence et Empire roman par de Montesquieu. complètement. Il parle justement de l'évolution du Sénat, de la République jusqu'à l'Empire et comment il a bien fonctionné et comment il a mal fonctionné jusqu'à péricliter et disparaître. Ah, mais tu m'en avais parlé en plus de celui-là quand on a bu un Exactement. café. Voilà. Et puis sinon, lisez l'esprit des lois avec le système de check and balances qui a été appliqué par le gouvernement Effectivement, américain et que nous, on a complètement. plus ou moins appliqué avec plus ou moins de réussite. Voilà. Et vite fait. Donc voilà, je reprends juste mon petit récit Vas-y. du coup. Donc suite à la Deuxième Guerre mondiale, on a... Oui, je m'aide bien sûr. Si vous voulez tout savoir sur la République française, allez lire ça surtout. La Constitution, c'est le plus important. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, on a le général de Gaulle qui essaye d'imposer ses vues sur la forme que doit prendre le nouveau régime. Il n'y parvient pas. On arrive à la Quatrième République où là, pour le coup, je crois que la moyenne, c'était que le gouvernement démissionnait tous les 6 mois, je crois, en moyenne. Ouais, c'est un Donc, peu tous les ça. 6 mois, je vous laisse imaginer. Je crois que c'est la Quatrième République a duré 12 ans. Il y a eu 24 gouvernements, je crois, ou 25, un truc comme ça. 23, 24, 25. Donc là-dessus, la Quatrième République est complètement réduite à l'impuissance et elle est incapable de gérer les problèmes, 2-3 problèmes, notamment la guerre d'Algérie. Le régime s'effondre. Et là, on a le général de Gaulle qui va imposer, en fait, tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il va faire une constitution où c'est l'exécutif qui gère absolument tout. C'est ça la principale idée, en fait, quand il arrive au pouvoir. Donc, on a le balancier des institutions françaises qui est passé du législatif à l'exécutif pendant tout le 19e siècle. Et là, on retourne vers l'exécutif avec la Ve République. Je détaille un petit peu les institutions, du coup, rapidement, qui ont été Vas-y, mises en vas-y. place. Tu Moi, me je dis montrerai si c'est pas rapidement clair. les. Ouais, moi, je montrerai rapidement les. Il y a eu 24 présidents du Conseil, 22 gouvernements en 12 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, un tous les 6 mois, c'est ça, puisque la Quatrième République, c'est 1946-1958. Donc, c'est ça. Ça fait 2 par an. On est sur une bonne moyenne, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. On est pas mal du tout.
Aujourd'hui, c'est un Premier ministre tous les 2-3 ans à peu près, et le président reste en place dans tous les cas, donc il peut quand même un peu assumer ce qui se passe. Il y a 2 gouvernements seulement qui ont duré plus d'1 an. Voilà. Ouais, Ouais, le truc. effectivement. Et je crois que le gouvernement le plus court, c'était 2 jours, je crois. Mais Ouais, je crois même pas qu'il est compté dans la liste des gouvernements, quoi. Genre... 2 jours, si, gouvernement de Robert Schuman, le fameux du 7 septembre 1948. C'est pas celui que j'avais en tête. J'avais celui de Henri Queuille, mais... Il y a Henri Queuille ouais. aussi, Ah, 2 au voilà, 4 il me juillet semble. 50. Il y en a 2. Ah, il y en a 2, bah 2 voilà, jours. tu vois. Voilà, il y en a 2 qui ont fait 2 jours. Ça fait monter la moyenne, c'est bien. La moyenne, elle monte en instabilité là. Tu prends 2 premiers ministres, ils ont fait 4 jours à eux deux, tu vois, c'est super. Ils viennent, ils changent les serrures, ils se barrent, tu sais. C'est vraiment... Donc du coup, les institutions qui sont fondées par le général de Gaulle, c'est un régime... Donc, je crois que tu as parlé tout à l'heure de régime présidentiel. Non, tu as parlé des check and balances. Check and balances, ouais, je serais une présidentielle américain. Ouais. Ce qu'on a mis en place en France, c'est un régime semi-présidentiel. Il y a 2 principaux types de régimes politiques en démocratie. Vous avez le régime présidentiel, c'est un régime à l'américaine. Vous avez un président qui exerce le pouvoir concrètement. Et à côté, vous avez un parlement. Donc il n'y a pas de Premier ministre, vous avez un parlement. Et les deux sont très séparés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens pour faire pression les uns sur les autres. Il n'y a pas de dissolution du Parlement qui est possible, par exemple. Puis le deuxième type de régime, c'est un régime parlementaire. Le régime parlementaire, typiquement, c'est le régime allemand, c'est-à-dire que vous avez un chef d'État qui sert à faire du cérémonial, en gros, il n'exerce pas le pouvoir, c'est une sorte de figure tutélaire, si vous voulez. Et après, vous avez un Premier ministre qui est choisi par le Parlement, qui répond devant le Parlement, qui peut se faire virer par le Parlement s'il fait n'importe quoi, et donc des moyens de pression beaucoup plus importants entre le Parlement et le gouvernement. Ce qui est fait en France, c'est un système un peu bâtard par le général de Gaulle, ce qu'on appelle un système semi-présidentiel, qui est, je pense, unique au monde, peut-être qu'il y en a un deuxième, je ne sais plus, mais c'est pratiquement unique au monde. Grosso modo, vous avez un président qui est très puissant, et à la fois un Premier ministre élu par le Parlement qui a beaucoup de moyens d'action sur le Parlement. Donc c'est un petit peu un mélange des deux qui fait qu'on a un régime avec un exécutif qui est surpuissant et qui est parmi l'un des plus puissants qui existent de toutes les démocraties. Je pense que l'exécutif français, c'est l'un des plus puissants qui existent, si on accepte les régimes dictatoriaux. Donc, ce régime, il est centré... Là, je vais détailler les institutions. Ça y est, on y vient. Après 1h30 de stream. On est bien, on est bon. La figure centrale, évidemment, du régime, c'est le président de la République, élu au suffrage universel direct, qui a pas mal de pouvoirs, mais pas tant que ça, finalement, dans la Constitution. Ça, je vais détailler un petit peu. Les principaux pouvoirs du président de la République, c'est pouvoir propre, on va dire. C'est le fait qu'il puisse nommer les plus hauts fonctionnaires de l'État, les ambassadeurs, les présidents des administrations, etc. Le fait qu'il puisse dissoudre l'Assemblée nationale sur proposition du Premier ministre. Le fait qu'il puisse s'auto-octroyer les pleins pouvoirs s'il le souhaite, en sachant que c'est lui qui décide quand il les arrête, ce qui est quand même un truc assez unique au monde pour une démocratie, je crois. Il a le droit de provoquer un référendum sur proposition du gouvernement. Et il me semble que c'est à peu près tout. Attends. En fait, dans la Constitution, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il a. Si je ne dis pas de bêtises. Et peut-être préciser aussi que les pouvoirs, c'est un petit peu inspiré du discours de Bayeux qu'il a eu en 1946, le général de Gaulle. Tout à fait. Il a mis en place cette constitution après. Absolument. C'est ce que j'aurais pu citer le nom. Tout à l'heure, j'ai dit que le général de Gaulle avait essayé de proposer ses idées à la Libération, mais que ça n'avait pas fonctionné, et qu'on était passé à la 4ème République. Je pensais effectivement au discours de Bayeux, c'est ça. On nous disait que c'est aussi le chef des armées aussi. Oui, c'est le chef des armées, tout à fait. Et c'est le chef de la diplomatie. Absolument. Et j'étais en train de regarder, on compte plusieurs pays, en fait, beaucoup de pays qui ont un régime semi-présidentiel. Hein, ah oui, selon Wikipédia. Hein. Là, par exemple, la Bulgarie, la Russie est considérée comme semi-présidentielle, mais après... La Russie, oui, je veux bien comprendre, mais... Tu vois, dans la pratique, le Portugal, la Pologne, Roumanie, Slovénie, tant que ça. l'Ukraine.
Il Ouais. faudrait que je m'intéresse à ça, que je fasse un peu de droit comparé avec ça. Autant Il pour m'en moi. met un peu, j'avoue. Les cours de droit comparé sont un peu loin Mhm. pour rappeler tous ces pays. Autant pour moi. Autant pour moi. En tout cas, c'est un système qui sort un peu Ouais. des cases qu'on peut trouver dans le manuel Bah, des après, régimes leur carte, c'est politiques. bizarre parce qu'ils mettent en jaune les pays, mais il n'y a pas de jaune dans la légende, donc ça me perturbe Ah, un peu. Ouais, je vois pas le jaune. Alors, je vois bien le orange clair. les pays en jaune, c'est les pays où le président est plus puissant qu'en France. Ouais, je sais pas. Alors qu'ils sont mal faites sur leur carte. Je saurais pas te dire. Perturbant. Enfin, bref. Donc voilà. Le président est chef de la diplomatie, chef des armées, c'est ce qu'on appelle le domaine réservé, traditionnellement. Le domaine réservé du président de la République. Après ça, vous avez le Premier ministre, qui est. Ah, j'ai oublié le pouvoir le plus important, c'est que le président nomme le Premier ministre, évidemment. C'est le pouvoir le plus important. Le Premier ministre, qui est choisi par le président de la République, c'est lui qui a l'initiative des lois, enfin c'est le gouvernement plus précisément, c'est pas le président dans la Constitution. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui a le droit de proposer une loi à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour la faire voter. Le président ne peut pas le faire. Donc le Premier ministre a ça comme pouvoir. C'est lui qui propose d'activer le 49.3 au président de la République. Le 49.3, je vous rappelle que c'est cette fantastique disposition qui permet de dire à l'Assemblée nationale, en fait, la loi, tu l'adoptes, et c'est tout, en fait. Sauf si l'Assemblée nationale décide de faire démissionner le gouvernement dans les 24 heures suivantes. Donc c'est un pouvoir très très important qui permet de faire passer des lois de manière assez forcée, on va dire. Mais ça a été pas mal dans l'actualité au moment du vote du budget de la sécurité sociale en fin d'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. J'avais un doute sur le numéro de l'article. Tu as aussi celui qui permet de limiter le temps. Oui, de J'ai un limiter énorme le doute sur le temps. numéro. De débat, de réduire le temps des débats. Ah, alors Qui a- qui a- c'est pas tout à fait ça. C'est, pardon, vas-y, excuse. Ouais, c'est l'article. C'est pas l'article 40. Je crois que c'est l'article 40, mais en fait, c'est l'article qui régit le vote des budgets de la sécurité sociale. Qui avait été justement dans le cadre de la loi du budget, du coup, pour réduire le temps de parole et pour accélérer le temps parce qu'ils avaient mis plus de 1000 amendements. Ouais, Et, en fait, ils avaient fait ça pour la réforme des retraites. En fait, ils l'avaient mis dans un budget de la sécurité sociale, ce qui permettait d'utiliser le fait que le Parlement a un temps limité pour voter les budgets de la sécurité sociale, effectivement. Mais en fait, il ne permet pas de réduire non. le temps imparti. Il fait qu'un certain type de loi, les lois qui régissent le budget de la sécurité sociale, ont un temps imparti. Mais le gouvernement peut choisir de mettre des réformes dans ces lois si ça concerne la sécurité sociale. Voilà, effectivement. Par contre, il y a un autre dispositif qui existe, qui avait été mis sur le devant de la scène, c'était l'article 44.1, je crois, qui concerne le vote bloqué. Ouais, Le le vote bloqué, bloqué, ouais. c'est une disposition qui permet d'arrêter les discussions en fait sur un texte, c'est-à-dire que les parlementaires ne peuvent plus proposer d'amendements ni les voter. En fait, le gouvernement choisit la version du texte qu'il veut en gardant les modifications qu'il veut. Et il dit voilà, vous votez, c'est oui ou c'est non, mais c'est oui ou c'est non. Plus le droit de modifier ça. On nous parle aussi de Alors l'article là, 47.1 là, 47.1, qui c'était permet, c'est 47.1. celui qui permet en première lecture, dans le délai de 20 jours après le dépôt d'un projet, le Parlement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 15 jours. Euh, L'Assemblée s'est pas prononcée en première lecture. ouais, ça c'est pour les lois de finances, c'est-à-dire pour les lois de vote du budget de l'État. C'est exactement la même disposition que celle dont on parlait tout à l'heure là, pour les budgets de la Sécu, mais là c'est pour les budgets de l'État. Qui avait utilisé aussi du coup dans le cadre de la réforme des retraites en même temps que le 49.
Il me semble pas pour le coup, c'était le 47-1, je crois, qui avait Ouais, été utilisé. 47.1. Ouais. 47.1, c'est ça, bah, c'est le 47.1 que je te dis. Ah, tu me parlais pas du 47 tout court? Non, Excuse-moi. je te parlais du 47.1 justement. Ah pardon, pardon. Oui, c'est ça alors, c'est le 47.1, oui, c'est ça. Tout à fait. Et après le vote bloqué, je sais plus lequel c'était. L'article. Le vote bloqué, ouais, donc ça permet au gouvernement de dire voilà, vous votez tout de 40 suite sur telle version du texte. 44.3, j'ai l'impression. 44.3, c'est ça, Regarde. 44.3. J'avais 44.1 en tête, mais non, c'est 44.3. Tu as raison. Tu as raison. Alors là, quand vous êtes un assistant parlementaire et que vous avez passé toute la semaine à rédiger des amendements, c'est-à-dire des propositions de modification de la loi, et que le gouvernement il dit en fait vote bloqué et que tout votre travail de la semaine part au broyeur en une demi-seconde, vous êtes très 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 content en général. Ça, vous êtes très très content. Tu me diras pour le 49.3 c'est pareil, mais comme je bosse pas à l'Assemblée nationale, je n'ai pas à le subir, puisque le 49.3 c'est que à l'Assemblée. Donc le Premier ministre fait ça, mais tu remarqueras que l'article 44.3 c'est si le gouvernement le demande, c'est pas le président non plus. Ouais, mais le président, il peut demander ou le gouvernement de le demander. Tout à fait, tout à fait. Mais ça va être important pour ce que je vais expliquer après, c'est pour ça. J'amorce, il va y avoir un payoff après. Si tu veux, alors il y a ça. Le Premier ministre, il a aussi c'est aussi le chef de l'administration. C'est lui qui dirige toute l'administration française et chaque ministre après est le chef de sa propre administration. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Le Premier ministre, j'avais un autre truc à dire. Ah oui, c'est ça, oui, bien sûr. Et le Premier ministre aussi nomme énormément de fonctionnaires, donc à part les plus importants qui sont nommés par le président, il nomme énormément de fonctionnaires. Et il a le pouvoir réglementaire. Le pouvoir réglementaire, il faut que j'explique vite fait. Quand vous avez, en fait, dans les domaines qui ne sont pas explicitement réservés au Parlement, d'accord, la Constitution va. Est-ce que tu peux montrer l'article 34 de la Constitution? Ouais. Là, on fait des petites révisions de droit C'est ce qu'on disait, constitutionnel, mes on amis. disait genre Massy sort de ce corps. C'est ça. Oui, écoute, c'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur. Ouais. En fait, l'article 34 de la Constitution, c'est une petite révolution. C'est un article qui dit que le Parlement, quand il vote la loi, n'a le droit de s'occuper que de certains domaines qui sont explicitement marqués dans la Constitution. Donc le Parlement n'a pas le droit de voter des lois concernant certains domaines. Ce qui est un truc qui n'avait jamais été vu dans aucun régime précédent en France, puisque normalement le Parlement vote la loi, il est souverain en la matière. Dans tous les domaines qui ne sont pas explicitement du domaine de la loi, le Premier ministre a le droit de faire ce qu'on appelle des décrets. C'est le pouvoir réglementaire. Donc, c'est-à-dire que tant qu'il ne contredit pas une loi qui existe déjà, ou la Constitution, ou un traité international, il peut sortir des textes qui ont force de loi, en fait. C'est ça l'idée. Ce qui est un pouvoir assez incroyable, en fait. Et qui lui permet également de prendre ce qu'on appelle les décrets d'application, c'est-à-dire de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'une loi puisse être exécutée. Puisque quand vous avez une loi qui sort, très souvent, vous avez besoin de la préciser. Ça, en général, c'est le Premier ministre qui va le faire avec des décrets. Par exemple, la loi va dire que, je ne sais pas moi, il est institué une zone de biodiversité protégée dans laquelle il est interdit de construire des usines, par exemple. Le Premier ministre, c'est celui qui, par décret, va établir la carte des zones en question, par exemple. Évidemment, s'il n'y a pas de carte, c'est très difficile d'appliquer la loi. Donc voilà, tous les pouvoirs du Premier ministre. Grosso modo, hein, j'y vais vite. Donc après, vous avez le Parlement. Donc on a vu, je vous rappelle, le président de la République, le Premier ministre. Après, vous avez le Parlement. Le Parlement, il a 3 missions. Sa mission, c'est voter la loi, contrôler l'action du gouvernement. Contrôler l'action du gouvernement, ça veut dire surtout lui poser des questions
pour vérifier qu'il fasse bien son travail et qu'il soit bien au point sur les dossiers. C'est notamment ce qui se passe lors des questions au gouvernement. Vous savez, ces fameuses séances dans l'hémicycle où il y a des députés qui posent des questions aux ministres et les ministres doivent répondre au micro. Puis la troisième mission, c'est celle de l'évaluation des politiques publiques. Donc là, c'est en gros le fait de faire des rapports pour vérifier si l'administration fonctionne bien. Et on parlait tout à l'heure de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, bah, typiquement c'est ça. C'est le fait de vérifier le bon fonctionnement des administrations. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a plusieurs différences entre elles. D'abord, il y a le mode d'élection. L'Assemblée, elle est élue directement par vous, alors que le Sénat, il est élu par les grands électeurs, donc surtout par les maires. L'Assemblée nationale peut être dissoute. Dissoute, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président signe un papier, tous les députés perdent leur travail et on refait les élections législatives du début. Et tout le monde perd son travail, y compris les pauvres collaborateurs comme moi. Donc là, vous imaginez un peu la catastrophe. vous mettez 1500 personnes au chômage, en fait, quand vous faites ça en une signature. Donc c'est incroyable. En échange de quoi, l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement par un vote à la majorité absolue, donc il peut forcer le gouvernement à démissionner. Et, pouvoir qui n'est pas négligeable, l'Assemblée nationale a le dernier mot si les deux chambres ne sont pas d'accord sur une loi. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale et le Sénat votent la loi l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une version commune, d'accord? Si jamais les deux votent un texte différent, il faut continuer à faire ce qu'on appelle la navette parlementaire, c'est-à-dire des allers-retours entre les deux, jusqu'à ce que les chambres trouvent un point d'accord. Ou alors, l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot si le gouvernement le décide. Et encore une fois, c'est un pouvoir du gouvernement, pas du président de la République, encore une fois. Voilà pour le Parlement. Et puis la dernière grande institution qu'il faut bien avoir en tête, c'est le Conseil constitutionnel. Alors ça, c'est vraiment une invention du général de Gaulle, c'est un truc qui n'existait pas, qui a ses racines quand même dans diverses institutions, notamment allemandes. Grosso modo, le Conseil constitutionnel, c'est celui qui est, c'est le juge qui est chargé de vérifier que les lois qui sont votées sont conformes à la Constitution. La Constitution, je vous rappelle, c'est le texte suprême, c'est la loi suprême que toutes les lois doivent respecter. Dès que vous votez une loi en France, vous devez vous assurer que c'est bien conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel, c'est celui qui vérifie ça. Si une loi n'est pas conforme à la Constitution, il a le pouvoir d'interdire que la loi soit promulguée, c'est-à-dire que la loi n'entrera pas en vigueur. Donc voilà les grandes institutions qu'il faut absolument connaître. Et ce que je vous disais au début, c'est qu'on a un bloc exécutif qui est surpuissant par rapport au législatif. On a cité plusieurs pouvoirs. Il y a le vote bloqué, le 49.3, la dissolution, qui permettent de s'assurer que le Parlement vote systématiquement ce que veut faire voter le gouvernement. Vous avez aussi la maîtrise de l'agenda parlementaire. C'est un pouvoir qui est beaucoup moins connu, mais le gouvernement décide de ce que discute l'Assemblée nationale la moitié du temps. C'est-à-dire que 2 semaines sur 4, c'est le gouvernement qui dit vous allez discuter de ça. Et l'Assemblée nationale ne peut décider qu'une semaine sur 4. Je ne sais pas si vous imaginez le délire. C'est-à-dire que si vous êtes député et que vous proposez un texte, le gouvernement peut dire ouais, mais en fait, aujourd'hui, on va parler de mes textes à moi, en fait. Voilà. Et on va en parler jusqu'au mois prochain, en fait. Donc, ton texte, voilà. C'est assez fou. Donc, c'est un régime qui donne toute la place à l'exécutif. Si je suis trop long, tu me dis, hein, surtout. Je veux Non, non, pas. mais je peux juste. Il y avait une question qui était posée pour une Ouais, remarque plus. vas-y, Moi, vas-y. je partage un peu. C'est le système démocratique français est bien plus entravé en France qu'aux États-Unis. Ouais, absolument. Ça, je suis d'accord. Il y a beaucoup moins de contre-pouvoirs, surtout. Il y a beaucoup moins de contre-pouvoirs puisque le Parlement n'a en fait aucun moyen concret, à part le renversement du gouvernement et la destitution du président, qui est l'article 68 de la Constitution. À part ça, le Parlement n'a aucun moyen de s'opposer à la volonté du gouvernement. Ça répond un peu à la question qui est posée. C'est est-ce que c'est pas une victime consentante législative parce que utilise vraiment tous les moyens à sa disposition parce qu'il n'a pas vraiment de moyens de faire valoir son autorité.
Le Parlement, tu veux dire? le Parlement. Je suis tout à fait d'accord. Mais la Constitution ne lui donne aucun moyen de le faire. Le gouvernement a tellement d'armes, en fait, pour le forcer à voter que le Parlement ne peut pas faire grand-chose. Hem, Peut-être Encore rappeler une que fois, c'est valable dans une situation qui est celle d'une majorité absolue, un tout peu à moins fait, dans tout à une fait. majorité relative J'allais et y venir. pour les J'allais y venir aussi. collaborations encore moins. Ouais. Je termine juste là-dessus, mais en fait, les 2 seuls pouvoirs que le Parlement peut avoir face au gouvernement, c'est la motion de censure, c'est-à-dire la possibilité de forcer le gouvernement à la démission, mais s'il fait ça, il va se faire dissoudre, le Parlement, enfin l'Assemblée nationale. Et comme les députés n'ont pas forcément envie de perdre leur boulot parce que, bah, ils sont comme vous, ils ont un crédit à payer à la fin du mois, c'est assez rare que ça se passe. C'est même arrivé qu'une seule fois, sous la Ve République, donc une seule fois depuis, 1958. Et c'était en 1962, il me semble, ou 61, 62, je crois. 62. Donc vous voyez un peu à quel point ça date. Et le deuxième pouvoir, c'est la destitution du président de la République, mais là, c'est une procédure qui est tellement encadrée, qui est tellement difficile à faire aboutir que ça se fera jamais. Ça se fera jamais. Après, effectivement, c'est quelque chose qui ne marche que tant que le président a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il y a 2 cas de figure où ça n'arrive pas. Le premier cas, c'est la cohabitation. Alors pour les plus jeunes qui nous regardent, la cohabitation, vous n'avez pas connu ça, mais la cohabitation, c'est une situation, alors là, par contre, c'est vraiment unique en France. Je crois que ça, c'est possible nulle part ailleurs, où vous avez un président de la République qui gouverne et qui est forcé de gouverner avec un Premier ministre qui est opposé à lui en termes de couleur politique. Puisque, il y a un parlement qui est opposé au président et que ce parlement force le président à choisir un Premier ministre de sa propre couleur. C'est arrivé 3 fois. Vous aviez par exemple Mitterrand qui avait été forcé de prendre Jacques Chirac comme Premier ministre, par exemple. Vous imaginez un peu le truc. C'est pour ça que j'ai quand même tenu à préciser le fait que le président, dans la Constitution, n'a pas tellement de pouvoir que ça, finalement. C'est parce qu'en période de cohabitation, en fait, c'est le Premier ministre qui gouverne. Le président est seulement réduit à gérer les relations diplomatiques et l'armée, qui là, pour le coup, lui appartiennent. Mais tout le reste, c'est le Premier ministre qui va le faire, puisque c'est lui qui a l'initiative des lois, par exemple. C'est lui qui a le pouvoir de proposer une loi devant le Parlement. Donc ça, c'est une situation qui montre que le président n'a pas tant de pouvoir que ça. En fait, ce qui lui permet d'avoir autant de pouvoir sous la Ve République, c'est le fait qu'il est élu au suffrage universel direct et qu'il choisisse le Premier ministre. Euh, Quand vous êtes Premier ministre, que vous êtes nommé par quelqu'un personnellement, et que ce quelqu'un a été élu directement par le peuple, bah vous avez rien dans votre jeu pour aller contre sa volonté. Vous êtes obligé de lui obéir, parce que vous n'avez pas une légitimité suffisante pour vous opposer à lui. Mais en période de cohabitation, ça change, puisque le président de la République a été désavoué, puisque le peuple a élu une Assemblée nationale opposée. Donc ça, c'est le premier cas de figure où le Parlement, où l'Assemblée nationale est opposée au président. Puis le deuxième cas de figure, c'est celui qu'on a aujourd'hui, qui est inédit, on n'avait jamais vu ça. C'est le cas où le président a une majorité relative. Et là, effectivement, ça change aussi beaucoup de choses, puisque l'Assemblée nationale a le pouvoir de renverser le gouvernement, mais pour ça, il faut un vote à la majorité absolue. C'est-à-dire que vous devez avoir la moitié de l'Assemblée nationale plus un député qui vote en faveur d'une motion de censure. Donc vous devez avoir, j'ai envie de dire, une alliance des oppositions quelque part. C'était un truc qui n'était absolument jamais arrivé, puisque depuis l'an 2000, on a eu une révision de la Constitution qui fait que on élit le président pour 5 ans, et un mois plus tard, on élit l'Assemblée nationale pour 5 ans aussi. Donc en fait, on a systématiquement les 2 élections qui s'enchaînent. Donc logiquement, les Français élisent un président d'une couleur politique, un mois plus tard, ils votent pour la même couleur politique aux élections législatives. Grosso modo, c'était ça qui permettait d'avoir une situation où le président avait toujours la majorité à l'Assemblée. Et là, il s'est passé un truc inédit, c'est que le président a perdu la majorité absolue, donc il a le plus gros groupe de l'Assemblée nationale,
Mais ce groupe-là tout seul ne représente pas la majorité absolue des voix. Et donc, si toutes les oppositions, si tous les partis d'opposition arrivent à s'allier, ils peuvent renverser le gouvernement. Et là, effectivement, c'est différent, puisque le gouvernement ne peut plus faire voter les textes comme il l'entend, puisqu'il faut forcément qu'il arrive à aller chercher les voix qui lui manquent pour avoir une majorité absolue sur un texte. Il faut qu'il s'allie avec la droite, avec la gauche, en fonction de la couleur du texte, pour pouvoir faire en sorte d'avoir assez de voix pour le faire passer. Dans ce contexte-là, il ne peut plus utiliser le vote bloqué à volonté, il ne peut plus faire passer les textes qu'il veut. Je rappelle aussi que depuis 2008, le 49.3, on ne peut plus l'utiliser à volonté. Jusqu'à 2008, vous pouviez l'utiliser autant que vous vouliez. C'est pour ça que Michel Rocard, par exemple, l'a utilisé 20 ou 25 fois, je crois, en 3 ans, à Matignon, et que depuis, on n'a pas battu son record. Aujourd'hui, c'est une fois par année scolaire, si je simplifie, sauf sur les textes budgétaires, où là, c'est à volonté. Mais vous en avez que 2 par an, donc ça va, normalement. Donc on ne peut plus non plus utiliser le 49.3 autant qu'on veut. Donc là, le gouvernement et l'exécutif en général a beaucoup plus de mal à peser face au Parlement qui reprend un petit peu plus de pouvoir. Voilà l'idée. Voilà l'idée. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En attendant, on nous parlait au niveau local. Ouais. C'est une particularité un peu française, c'est qu'on ne peut pas destituer dans son maire, alors que dans d'autres pays, c'est quelque chose qui est possible. Comme on peut destituer un gouvernement, comme on peut destituer enfin, Effectivement. Il y a même eu des maires qui ont continué à exercer leur mandat alors qu'ils étaient en prison, figure-toi. Véridique, hein. c'est quand même fou ça. Je crois qu'il y a un maire qui a présidé un conseil municipal alors qu'il était en tôle, tu sais, genre, truc de fou. Je sais plus comment il s'appelait. Attends, je vais essayer de te le retrouver. C'était pas Georges Tron? C'est pas Balkany? Non, non. Balkany, non. Je crois Georges que Tron, c'était Georges Tron. Georges Tron, c'est ça, je l'ai là. C'est ça, ouais, il me semble bien. Euh, Le maire de Draveil. Donc il faut imaginer, voilà, donc vous êtes en Zoom avec le maire dit le conseil municipal est ouvert, il est en prison. Tu sais, c'est quand même le truc. ça. Non, mais, c'est quand même la situation bizarre. Ah, télétravail comme un autre, hein. Oh, bah, ma foi, faut bien. Il avait été en pourvoi en cassation, c'est ça, donc il c'est n'était pas la- encore jugé. C'est la continuité des institutions, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Ah. Mais ouais, effectivement, on peut pas destituer. Il n'y a pas de procédure de. Désolé, Comment on appelle ça? De quoi? je disais le truc. En revanche, ça devient plus difficile l'intégration en prison. Si les co-détenus lui proposent de venir jouer au foot, ça. il refuse en disant désolé, je peux pas, j'ai un conseil municipal en visio. La meilleure excuse du monde. La meilleure excuse du monde. Ah mais non, mais c'est beau. C'est ça. Et effectivement, aux États-Unis, par exemple, ils ont un truc qui s'appelle le recall, où tu peux virer un gouverneur, par exemple. Mais ça n'existe pas en France. Je crois même que le conseil municipal n'a pas la possibilité de le virer. Il faut que le maire démissionne. C'est fou, quoi. Ouais. Seul le conseil des ministres peut révoquer Georges Tron, apparemment. C'est seul le conseil des ministres qui peut révoquer, du coup. Ouais, mais dans certaines conditions, je crois. Je sais Ouais, plus lesquelles. Après, je sais pas. Je sais plus lesquelles c'est. Je sais plus lesquelles c'est. Mais c'est énorme, quoi. Ah oui, non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non, c'est assez. Effectivement, il y a. Même au niveau local, effectivement, il y a des soucis à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Ah ouais, Après, au niveau local, ils font pas ce qu'ils veulent. Hein. on nous raconte un truc aussi- drôle, du coup. Balkany a été élu maire alors qu'il était inéligible. Le temps de refaire une réélection, il était plus inéligible. Oui, je sais plus pourquoi c'était ça. Ça, c'est quand même énorme, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que des fois, tu as certains élus qui abusent un peu. Ça peut arriver. Ça rejoint quand même ce qu'on disait tout à l'heure. C'est loin d'être la majorité, puisque les petits élus, les petits maires qui font ça sur leur temps libre, qui font ça bénévolement, eux, on n'en entend jamais parler. Eux, pour le coup, ils gèrent leur ville comme il faut, quoi, au cordeau, sans abuser. C'est vrai qu'il y a certains exemples où, bon, il y a des trucs. Je vous invite à aller voir notamment les articles qui sont sortis sur la maire de Aix-en-Provence, qui utilise des notes de frais, qui se fait rembourser des trucs par la ville de manière un peu, Ouais. En tout cas, étrange. je vais prendre un truc, après je pense qu'on va enchaîner un peu parce que je vois le temps qui Bien sûr, passe. pas de souci. Juste une remarque qui a été faite, on disait qu'à Taïwan, le maire de la deuxième ville la plus grande,
a été destitué par référendum. Plus d'un quart de la population a voté pour sa destitution. J'en ai pas entendu parler. C'est quand même fou ça. À Taïwan, ah ouais. Et du coup, bah, je pense qu'on va peut-être enchaîner sur Bien si vous avez sûr. des questions, les amis, n'hésitez pas à les poser. De toute façon, si tu es d'accord, on refera des lives du coup et sur d'autres pour approfondir. Carrément, avec plaisir. Est-ce que tu as quelque chose de primordial à nous dire qu'il faut retenir sur les institutions françaises à connaître? Quelle est la chose qu'il faut connaître dessus? Sur les institutions françaises. Il y avait une chose à connaître, ça. C'est un peu cynique, hein, ce que je vais dire, mais elles ne changeront pas vos vies. Elles ne changeront pas votre vie. Quel que soit l'homme politique au pouvoir, votre vie a très peu de chances de changer. Essayez de la changer vous-même plutôt que de mettre votre foi dans un homme politique. Voilà. Grosso modo, c'est. Ça aurait pu être ta citation que j'allais te demander après, hein, ça. Il y en a des biens, attention, il y en a des biens. Il y en a des biens. Je tiens quand même à préciser. Je dis juste que dans la majorité des cas, que ce soit Macron ou Mélenchon qui soit au pouvoir, votre vie ne changera pas beaucoup. C'est tout ce que je veux dire. On parlait toujours tout à l'heure, je pense, une question pour conclure cet échange avant les questions un peu plus perso. Ouais. On parlait de sixième constitution. On parle souvent de sixième constitution. Comment tu vois du coup l'avenir de l'institution, de la constitution? Ben, jusqu'à maintenant, on a eu une évolution qui a eu tendance à redonner plus de place au Parlement. Je pense notamment à la réforme constitutionnelle de 2008. Et en parallèle, on a eu aussi un président qui a pris de plus en plus de place, grâce au passage au quinquennat et au fait que depuis que l'élection présidentielle et l'élection législative se suivent, le président est vu comme le chef de la majorité, le Premier ministre est devenu pratiquement invisible. On a eu ces deux évolutions-là. Ce que je vois pour la suite, il y a deux solutions. Je pense que il faut continuer cette évolution vers la création de plus de contre-pouvoirs et d'une plus grande place qui est donnée au Parlement. Ça, je pense que c'est l'évolution naturelle du régime et qu'il faudrait continuer par là. L'alternative, effectivement, ce serait que le régime s'embourbe et comment on dit, se sclérose, voilà, c'est comme ça qu'on dit au concours de l'ENA, se sclérose dans son hyper-présidentialisme, jusqu'à ce que la contestation ne puisse plus se faire que par la rue et que par les manifestations, ce qui est déjà un petit peu en train d'arriver malheureusement, et que ça atteigne un point où la seule solution soit de changer de constitution. Il y a ces deux évolutions-là qui sont possibles. Moi, je pense que la meilleure serait qu'on garde la constitution de la Ve République tout en la modifiant. Pourquoi? Parce que c'est le régime le plus stable qu'on ait eu depuis la Troisième République. La Troisième République et la Ve République ont été les deux seuls régimes qui ont duré plus d'un quart de siècle. Donc je pense que là, on a la chance d'avoir trouvé un régime stable qu'il faut tout faire pour le garder, quitte à le modifier et à l'améliorer. Alors, j'ai Voilà ce envie de que j'en prendre pense. 2 dernières questions avant de conclure. Ouais. Je trouve intéressante. Il y a une troisième que je te poserai à la fin si tu es d'accord pour juste Mhm. mettre un petit 2 minutes dessus, une fois qu'on aura Mhm. terminé. C'est quoi la raison du coup de ton constat? Conseil inertie sociale, verrouillage institutionnel, carcan européen? De quoi Ton constat du coup sur le fait que je pense que ça changera pas sur, vos vies. sur les hommes politiques? Il y a plusieurs raisons. Il y a le fait que, bien qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir démocratique, il y a une énorme inertie, effectivement. Le président de la République, je parle pas sur le Parlement, je parle de manière générale, il a assez peu de pouvoir finalement. Puisqu'il y a, imaginez, il y a l'Union européenne qui encadre les décisions qu'il peut prendre, le Conseil constitutionnel qui l'empêche de prendre des mesures qui vont à l'encontre de la Constitution, il y a le Conseil d'État qui l'empêche de faire les décrets qu'il voudrait, il y a le fait que le président n'a plus la politique monétaire, il ne peut plus créer de la monnaie comme il le veut, puisque maintenant c'est la Banque centrale européenne. En termes de budget, il est limité par les règles européennes, il doit respecter certaines règles, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il n'a plus
de la possibilité de mener une politique industrielle d'ampleur, puisque toutes les entreprises publiques ou presque ont été privatisées. Donc en fait, il a très très peu de pouvoir. Finalement, demain, même si quelqu'un de très radical arrive au pouvoir, il sera bloqué dans pas mal de domaines. Je ne compte même pas le fait que les fonctionnaires peuvent aussi énormément ralentir le travail politique en faisant de la mauvaise volonté. Ça peut aussi arriver. Il y a ça. Excuse-moi, pardon. Non, vas-y, vas-y. Il y a aussi le fait que certains hommes politiques, encore une fois, pas tous, mais certains voient ça comme un métier. Et exactement comme vous allez au bureau, ils ont des convictions, mais pas non plus, ils n'ont pas non plus l'ambition de changer la France, quoi, pour certains d'entre eux. Et c'est assez triste à dire. Mais il y en a beaucoup qui sont pas forcément intéressés par le fait de changer la vie de leurs concitoyens, contrairement à ce qu'ils peuvent dire devant les caméras. Voilà. Et, ok. Pour conclure, du coup, une dernière question, c'est quelle est la grosse différence, à part le mode d'élection, pour le Sénat et l'Assemblée nationale? La grosse différence, c'est la procédure du dernier mot. C'est le fait que l'Assemblée nationale puisse battre le Sénat si les deux ne sont pas d'accord. Eh ben, très bien. En tout cas, si vous avez des questions, peut-être qu'on les posera à la fin. Là, je vais enchaîner sur la deuxième partie sans aucune transition. Est-ce que tu aurais une citation partagée en rapport avec la politique, en rapport avec toi, un mantra de vie? J'en ai une il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé. Je vais dire la citation, je donnerai l'auteur après pour que vous puissiez apprécier la citation d'abord. C'est il n'y a rien d'impossible dans cette vie. L'impossibilité, c'est l'homme qui l'a fait et c'est l'homme qui la dépasse. J'ai trouvé ça magnifique. C'est Che Guevara qui l'a écrit. Bon, je suis désolé. Mais je la trouve assez belle quand même. Je la trouve assez belle. Elle est très sympathique. Ok. Est-ce que tu aurais des lectures, podcasts, Twitch, YouTube à nous recommander? C'est pour ceux qui veulent s'informer peut-être sur cette question d'institution. Sur la politique en particulier, on parle bien d'ouvrages politiques, hein, pas d'autre chose. Alors, sur la politique, j'avais celui-là à vous conseiller. La Constitution, présentée par Guy Carcassonne et Marc Guillaume. C'est un beau peu coq. plus épais. Exactement. Un dessin de Claire Bretéché, qui nous a quittés il y a quelques années. C'est un bouquin qui vous présente toute la Constitution avec des annotations pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne dans le concret et comment la Constitution est mise en œuvre au quotidien, quels sont les moments historiques qui ont conduit à donner une interprétation nouvelle à la Constitution. Enfin, si vous voulez vraiment comprendre le fonctionnement des institutions françaises, c'est un excellent point de départ. En plus, c'est un bouquin qui est très complet, qui n'est pas trop technique. Ça se lit assez bien. Peut-être podcast, Twitch. J'ai un blog internet que j'aime beaucoup éventuellement, mais là, je vais vraiment passer pour un mec chiant dans ma vie. Mais bon, je peux le dire quand même. Ah, comme tu veux, hein. C'est Fipeco. C'est un truc que je vous conseille beaucoup. Tu peux le montrer à l'écran éventuellement? Alors, comment ça s'écrit? FIPECO. Alors, ceux qui connaissent, vous êtes dans l'élite. Fipeco, c'est un truc qui est fait par un magistrat de la Cour des comptes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En gros, c'est le site si vous voulez vous informer sur les finances publiques, sur la gestion des finances de l'État. Il n'y a pas mieux. Il y a des notes d'actualité sur des sujets passionnants, le déficit de la sécurité sociale, enfin que des trucs passionnants, quoi. Vraiment excellent. Au petit déjeuner, c'est... On s'est dit à dormir le soir, ça va être pas mal. Ouais, exactement. Non, mais si vous voulez vous intéresser à ces sujets-là de politique publique, notamment, c'est vraiment super important de s'y connaître en finances publiques. Vous avez toute la procédure budgétaire, les lois de finances et tout. C'est hyper intéressant. Là, par contre, c'est un peu technique, mais bon. Et un autre site que j'aime bien, c'est Rapport Public. C'est une page internet qui partage la totalité des rapports qui sont publiés par toutes les institutions. Donc vous avez... J'ai vie publique quand je tape rapport public. Ah,
C'est peut-être ça, vas-y. Il me semble que c'est ça. Les Attends. rapports, les rapports publics Oui, c'est ça. dessus. C'est ça, exactement. Là, vous avez la liste de tous les rapports qui sortent. Donc, en gros, à chaque fois que la Cour des comptes, le Conseil d'État, le Sénat, l'Assemblée nationale, ou n'importe quelle grande institution, le Conseil d'orientation des retraites, n'importe quoi, fait un rapport sur un sujet très important pour nous tous, le rapport, il est mis ici avec un résumé qui fait 3 pages. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez vous intéresser aux politiques publiques, au-delà de ce qui est écrit dans les journaux et aller un peu plus en profondeur sur tous ces sujets-là, c'est une mine d'or, vraiment, une mine d'or. Il n'y a pas longtemps, par exemple, vous avez le rapport sur l'affaire du fonds Marianne, par exemple, qui est sorti, qui a été fait par le Sénat. Désolé, Riella. Comment? Elle me dit dès qu'il y a une bibliothèque derrière le dos du streamer, on sait que ça va être chiant. Je suis désolé. J'ai pas compris, pardon. J'ai pas compris. Elle me dit dès qu'il y a une bibliothèque derrière le dos du streamer, on sait que ça va être chiant. Ah ouais, voilà. bon, ça va, il y a des One Piece derrière, ça va, on se calme, hein. C'est bon. C'est bon. Ça, c'est la bibliothèque à BD, ça va, parce que j'en ai une autre à côté. Est-ce que tu aurais maintenant un conseil à nous donner? Un conseil? Bah, on n'a qu'une vie, quoi, donc passez-la à faire des trucs que vous aimez faire et ne la passez pas à faire un métier qui vous emmerde, quoi. Voilà, globalement. Je crois que c'est le principal conseil que j'aurais donné. Il est bon. Il est bon. Je m'éloigne un peu du sujet, hein, excuse-moi, mais bon. Non, mais à chaque intervenant, on a des réponses qui sont toujours plus ou moins différentes, donc c'est ça qui est enrichissant et qui est drôle. Non, Quel est ton prochain défi? Ça rejoint ce que j'avais dit au début là, sur le Covid, sur le fait que pas mal de monde a démarré un projet qui lui tenait à cœur pendant le Covid. Moi, j'ai démarré ce compte Instagram. Je crois que c'est le projet qui m'a le plus motivé depuis que j'ai commencé à travailler, quoi. Donc voilà, si vous avez un truc que vous aimeriez faire, faites-le et ne passez pas votre vie à faire autre chose et à regretter à la fin. Moi, j'aime bien ce qu'on nous dit dans le chat, c'est croyez en la politique pour changer la vie. Ça rejoint ce que tu Changer la disais. vie, c'était le slogan de Mitterrand, je crois, non? Il Il me semble que c'était un slogan de Mitterrand, ça, changer la vie. Je voudrais faire une vidéo sur les slogans politiques les plus éclatés aussi. Ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Il y en a des fois. C'est vraiment. Hymne du Parti socialiste de 72. Changer la Comment? vie. Je trouve là sur Changer la vie, hymne du parti. C'est d'abord le titre donné à un programme du Parti socialiste adopté en Ouais, 72. c'est ça, c'est ça. Hymne chanté, du coup, Changer la vie, Mitterrand. Effectivement, ça marche. C'est ça. Changer la vie. Ah oui, c'était la grande époque où on avait des chansons pour promouvoir les hommes politiques. C'est vrai ça. Giscard avait sa chanson, Chirac avait sa chanson. C'était abominable. Je vais pas la mettre, mais ça me fait très changer la vie, Midi Dailymotion. Excellent. Il faut aller voir celle pour la campagne des municipales de Paris de Jacques Chirac. Ils avaient fait une chanson, c'est abominable. C'est abominable. Vraiment. Est-ce que du coup, tu aurais un défi, ton prochain défi? Quel est ton prochain défi? Bah, les 200 000 abonnés sur Insta. 200 000, c'est beau. Et sur Twitch, peut-être le rang de partenaire Twitch, ça me ferait plaisir, mais bon, j'en suis encore loin. On te le souhaite en tout cas, bon courage à toi. Bah, Et avant de parler de ces petites choses-là, quelle est ta personnalité historique, politique favorite? Vivante ou morte, bien sûr. Alors ça. Ah, vivante ou morte? Ah, je dirais Dis-les quand Manuel même dans le Valls chat. mort, je dirais. Manuel Valls, Pardon, c'est mort, excuse-moi. ouf. Pardon. Aïe, on dérape. Pardon. Non, je le rigole, je précise, je Oh le rigole. clip. Évidemment. Oh le bon clip. Évidemment, je rigole. Évidemment. Quelqu'un veut Excusez-moi. clipper ça, moi je le prends juste J'ai pour voulu voir. balancer une punchline, je suis désolé. Bon. J'ai pas pu résister. Bon. Oh merde. Non, alors, sérieusement. Je dirais Churchill, sérieusement. Je dirais Churchill. Churchill. Ouais. Ok. Gengis Khan. On me dit Romain, Gengis Khan.
Et bien du coup, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure? C'était super cool. C'était super cool de faire ce stream. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres. Je Effectivement. voulais juste te dire un gros merci à tous ceux qui étaient là dans le chat. C'était très, 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 très sympa. Bon, bah, Heu, merci à toi d'avoir accepté déjà aussi. Merci, aux joueurs qui sont venus. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez un raid à suggérer, c'est le moment. On va finir sur une petite je vais te poser une petite dernière question. Moi, il y avait une question dans le chat qui a été posée que je trouve très intéressant avec l'actualité politique. Donc si tu es d'accord, on va peut-être échanger 2 minutes parce qu'on peut passer encore 1 heure dessus. Bien sûr, moi j'ai tout mon Heu, temps ce soir. Rapidement, donc merci au chat, merci à toi d'avoir accepté. Comme j'ai dit, c'était un test, hein, pour voir si ça allait te plaire et tout, donc on a peut-être prévu d'autres choses pour vous si vous êtes sage et apparemment vous étiez sage. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on les posera peut-être une prochaine fois, peut-être orienter le live sur un sujet peut-être différent. C'est une idée d'un sujet que vous voulez voir en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à le poster sur Discord. Quand le Discord, le navire il est ouvert à toutes les questions. On rappelle, on a un navire pirate, tout le monde a la même voix. On est en une vraie démocratie, nous. On peut parler de tout ça. Est-ce que du coup, tu peux me dire où te retrouver? Moi, je vais remettre ton lien du coup notamment sur Retrouvez-moi sur mon Twitch. Twitch, tout simplement, tout Ah, simplement. Je pense faire un stream dimanche. Je sais pas encore de quoi ça va parler, mais je pense faire un stream dimanche. voilà. Et sinon, bah, sur mon compte Instagram, je poste tous les jours là pour le coup, donc vous serez les bienvenus. Je vous propose, on va comparer modèle taïwanais et modèle français. Oh là! Ouf, Technique ça. technique ça. Heu, J'avoue. Techniquement, j'ai les contacts pour le faire, parce que, bah, je connais deux trois personnes à l'ambassade de Taïwan en vrai, donc s'il faut faire ça, pourquoi pas, mais là, j'avoue que c'est un sujet un peu techos quand même, hein. C'est un peu technique. Moi, je sais que j'ai fait France, j'avais publié un article sur France et Amérique, sur France, Russie, sur Inde, Russie. OK. J'ai une notion sur Taïwan et la Chine. Taïwan aussi, pour ceux qui étaient là, on a fait un live sur Taïwan, donc j'ai quelques contacts aussi sur le modèle taïwanais. Mmh. Ça peut, Pourquoi pas en soi, pourquoi pas? pourquoi pas. Mais voilà. Bah, en tout cas, pour conclure ça, moi j'avais une question que j'avais enregistrée et que je trouve intéressante. Je vais peut-être la poser et puis je vais donner mon avis. Après, je te laisse en parler. Mmh. Tu parlais que les politiques ne peuvent pas changer la vie des personnes. Et il y avait une question qui était venue. Par contre, si Marine arrivait, elle pourrait changer l'avenir de 2 tiers des personnes. Alors moi, j'ai deux avis un peu dubitatifs là-dessus. Pour la bonne raison que, comme tu dis, tu parlais des institutions françaises. Alors, je suis moins sûr de ma réponse vu ce qui se passe. On parlait du président de la République qui est élu et un mois après, tu as les députés. J'avais un avis personnel que si Marine passait au second tour, était élue, un mois après, les gens allaient réagir et ne pas lui donner la majorité. Elle serait un petit peu comme disait Chirac, je vais inaugurer les chrysanthèmes, du coup, j'aurai aucun pouvoir Mmh. parce que c'est le Premier ministre et donc la deuxième élection qui prévaut sur la première. Mais est-ce que du coup, les gens ne vont pas lui donner la majorité et elle ne pourrait pas faire ce qu'elle veut? Et dans le cas où elle pourrait faire ce qu'elle veut, qu'elle ait la majorité, elle pourrait vraiment changer les institutions. Je serais curieux d'avoir un petit avis sur cette question, je trouve un peu pertinente et qui, je pense que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Alors, Pas facile, hein, comme. ouais, c'est pas facile. Faut se poser 2 questions. La 1re, c'est est-ce qu'elle aurait la majorité, déjà? Effectivement, je pense que si Marine Le Pen arrive au pouvoir, il y a assez peu de chances qu'elle ait la majorité absolue à l'Assemblée nationale, effectivement. Ça me paraît très peu probable, parce que le système électoral des législatives est tel que, le comment dire? Ça, comment je peux dire ça? Ça empêche enfin bon, je vais pas aller dans les détails, mais le système de vote par, petite circonscription fait que, on a assez peu de chances d'avoir la majorité du RN dans une majorité de circonscriptions. C'est ça que je veux dire. Donc je pense pas qu'elle aurait la majorité absolue à l'Assemblée nationale, encore moins au Sénat, puisque le Sénat, a une élection de retard. Déjà, ça veut dire qu'elle pourrait pas modifier la constitution, puisque comme vous savez, pour modifier la constitution, il faut avoir une majorité dans les 2 chambres, une majorité des 3/5. Donc
elle pourrait pas changer les institutions de la Ve République. Après, est-ce qu'elle pourrait changer la vie des personnes? Probablement en mal, je pense. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'un homme politique ne pouvait pas changer votre vie, je voulais, dire, en bien surtout, c'était ça que je voulais dire. C'est pour ça que je vous conseillais de plutôt, essayer de la changer vous-même parce que, heu, mais je pense qu'il a la possibilité de la changer en mal. Et pour le coup, quand je regarde le programme économique notamment de Marine Le Pen, et son programme sur l'immigration, je pense que ça fera pas du bien à la France, effectivement. Donc, je pense qu'elle se retrouverait avec une majorité relative. Hem, Qu'elle aurait son action très limitée du coup. Elle pourrait ni faire ni réforme constitutionnelle, ni, faire toutes les propositions de loi qu'elle voudrait. Mais je suis en train de penser, si c'est ça, il y a aussi beaucoup de chances pour que la totalité des partis s'allient contre Marine Le Pen et que du coup, elle ne puisse pas nommer un Premier ministre. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'elle soit forcée à la cohabitation, tu vois? Je sais pas si c'est clair. Si, 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 moi je suis. C'est pour ça. Moi je suis d'avis que je pense que le système l'empêcherait de faire ce qu'elle veut et qu'elle serait Je limitée dans son pense, pouvoir. Je pense aussi. Comme je c'est la deuxième pense. élection qui prévaut, je suis, Mmh. j'ai une certaine conviction que les gens se mobiliseraient pour les voter pour les législatives. Mmh mh. Après, je me dis, est-ce que les gens seraient pas trop dépités et se dire ça sert à rien et du coup ça va rien changer, ils ne se mobiliseraient pas? J'en doute quand même assez fortement. Et on avait une question, bon, à quelqu'un qui est nos copains d'outre-Atlantique qui sont du Québec, qui nous passait du système de vote. Si tu peux résumer en 30 secondes, système de vote, pour expliquer comment ça fonctionne. Pour les législatives, tu veux dire? Ouais. Ouais. Excusez-moi les gens du Québec, c'est vrai, du coup, je suis passé dessus rapidement. Et en fait, aux législatives, en fait, on découpe la France en 577 petits territoires qui s'appellent des circonscriptions. Et en fait, dans chacune de ces circonscriptions, on fait exactement comme pour une élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il y a différents candidats qui se présentent et les électeurs de ce petit bout de territoire doivent choisir un seul candidat qui deviendra le député de ce territoire, qui les représentera à l'Assemblée nationale. Et ensuite, on prend le député des 577 petits territoires et ça donne l'Assemblée nationale. Donc en fait, c'est 577 petites élections présidentielles au niveau d'un petit territoire, qui est équivalent à 2-3 villes, si vous voulez. Ce qui fait que il y a assez peu de chances qu'un parti extrémiste soit choisi dans une majorité de ces petits territoires, puisque le système électoral tel qu'il est fait favorise plutôt les candidats centristes, du coup. C'est-à-dire ceux qui peuvent aspirer le plus de voix et bénéficier d'un maximum de report de vote au deuxième tour. Le fait qu'un parti extrémiste gagne au niveau national, c'est possible, donc qu'il ait 50% des voix au niveau national, c'est possible. Mais après, dans tous ces petits territoires, ah, je m'embourbe un petit peu dans mes explications. Triangulaire mis à part, oui, c'est vrai, il y a la règle des triangulaires, mais je rentre pas dans les détails. C'est pratiquement comme une élection présidentielle, c'est législative. Je m'embourbe un petit peu dans mes explications, je suis désolé, mais Bon, si je prends l'exemple, en attendant, j'ai lancé le sondage pour le raid entre le phare super. contemporain qu'on a accueilli la dernière fois, le Mmh, dernier invité, ou alors Les Calvin qui nous parle de politique, si on continue la mmh, discussion politique. ça marche. Et tiens, regarde, si je prends l'exemple de l'ouest de la France, de la Bretagne et du sud et du sud-ouest, par exemple, c'est des territoires où on vote beaucoup à gauche. Donc, si tu as Marine Le Pen qui est élue au niveau national, c'est une chose, mais tous les députés, pratiquement tous, de Bretagne et du sud-ouest vont être des députés de gauche, tu vois, déjà. Le RN va avoir en fait que des députés RN dans les territoires d'extrême droite, bien qu'ils aient gagné au niveau national. Ce qui fait que Marine Le Pen n'aurait pas une majorité de députés. J'espère que c'était plus clair, je suis désolé, c'est compliqué à expliquer. Apparemment, on me dit que c'était plus clair. De toute façon, comme dit, on est arrivé sur la fin du live. Je laisse juste le temps Bon, aux gens de voter pour le sondage. On a égalité pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à voter pour savoir qui on raid. Comme on dit, on a passé un bon moment, je pense, et on va refaire des trucs. On a prévu d'autres trucs. On va en discuter justement de qu'est-ce qu'on fait sur d'autres sujets. Donc, comme dit, si vous avez des sujets en particulier que vous voulez qu'on traite,
n'hésitez pas à venir les partager sur Discord euh, pour qu'on puisse répondre à vos questions. C'est quand même le but aussi de ces lives. Moi, moi j'ai choisi ce sujet-là parce que je trouvais que c'était bien d'avoir un aperçu vraiment général de comment fonctionnent les institutions et après on peut rentrer dans le détail sur des sujets un peu plus spécifiques et focus en fait le live sur des parties des institutions, parties du stream. Comme on dit, moi on essaie de faire des trucs aussi sur les institutions européennes. Pour ceux qui viennent, ils savent qu'on fait des trucs sur les européennes, donc je voulais focus un peu sur les françaises. On fasse des parallèles et un des prochains, ça sera peut-être faire des parallèles entre qu'est-ce qui se passe en France et qu'est-ce qui se passe aux Europes, en Europe. Donc voilà, pour les prochains invités, on sait qu'on a des députés européens normalement qui doivent venir en septembre. Un petit député européen qui doit venir pour nous expliquer c'est quoi le rôle du Parlement européen. Donc là, on fait institution européenne, institution française, on est mixé. Donc merci à vous.